Bonjour à tous, bonjour dans une nouvelle session de talk dans le cadre du programme Temkin International Talk avec Madame Hasna Ngazi qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être avec nous et de participer à de vouloir participer et donc animer ce talk, donc qui est conférencière, modératrice et maîtresse de cérémonie. Madame Hasna, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir répondu présente. Le plaisir est partagé. Bonjour à tous et à toutes qui sont déjà venus à l'heure. On va parler d'ailleurs lors des premiers slides de la ponctualité au niveau de l'entreprise. Donc, c'est très bien déjà d'être à l'heure pendant un mois qui est difficile. Après une nuit de destin qui n'est pas simple aussi à gérer en termes de sommeil. Donc, voilà, merci déjà d'être à l'heure. Alors, vous me direz si on doit attendre quelques minutes pour que peut-être d'autres personnes rejoignent ou bien on démarre, vous me dites. On peut y aller. De toute façon, je préviens notre audience que les replays sont disponibles sur YouTube. Donc, si Oui, vous avez raté le début ou alors si vous voulez revoir le talk, vous pouvez tout à fait y accéder grâce à ça notre chaîne marche. YouTube. Les vidéos Oui. sont présentes. Voilà. Moi, Donc, je suis c'est à vous, d'accord. Madame. Ouais, pour ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, donc il ne faut pas les pénaliser. On démarre. D'accord. OK. Donc, alors bonjour à tous. Comme a dit Madame Zineb, donc je suis conférencière, maîtresse de cérémonie, modératrice. Donc, je vais d'abord partager au fil des slides qu'on va voir. Je vais aussi parler peut-être de certaines de mes expériences pour appuyer un petit peu ce que je dirais dans mes différents slides. Donc, je vais partager mon écran et vous me direz si vous arrivez à le voir. Sans problème. Tout le monde arrive à voir mon écran? Oui, c'est parfait. OK, ça marche. Donc rebonjour à tous. Alors, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, l'idée d'avoir choisi ce module, pour moi, il est très important parce que souvent, vous, en tant qu'étudiant, vous allez, par exemple, penser uniquement à la recherche d'emploi, juste, une fois que vous aurez, votre diplôme. Moi, en fait, l'idée à travers, cette conférence, c'est de vous expliquer que la démarche ou de recherche d'emploi ne commence pas au jour ou le jour où on prend le diplôme. Ça commence bien avant. Il y a aussi un état d'esprit qu'on doit avoir pour attaquer justement ce monde de travail qui est largement différent, de ce qu'on trouve à l'université ou aux écoles ou aux grandes écoles. Alors, l'objectif de la session, c'est justement de réussir ce passage, de l'université à l'entreprise. Deuxièmement, on va aussi parler, de comment structurer notre recherche d'emploi. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pas forcément d'aller répondre à toutes les offres d'emploi. Dès qu'on voit une offre d'emploi, on va faire une candidature spontanée alors qu'on n'est pas forcément on n'a pas les prérequis pour. Donc il y a toute une structure, à adopter aussi par rapport à ce qu'on veut faire dans notre vie, par rapport au secteur d'activité, qu'on veut rejoindre. On va aussi parler de la partie entretien d'embauche, avec une méthode STAR et on aura peut-être l'occasion de vous envoyer dans des salles différentes pour réfléchir à comment, préparer un pitch et puis, comprendre l'offre. Parce qu'une fois que vous avez atteint cette, fameuse étape, d'être retenu dans une offre d'emploi, ben, en fait, il faut aussi comprendre l'offre, voir comment la négocier et voir aussi les questions qu'on doit poser à notre recruteur. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les objectifs de la session et on verra à la fin, quel est le plan d'action que vous devez avoir, pour justement, prendre tous les bénéfices de ce séminaire. Parce que l'idée, c'est pas de terminer ce séminaire et rentrer à la maison comme si on n'a rien fait. Donc, il faut sortir avec au moins une action à faire dès le lendemain. Alors, l'état d'esprit de transition, permettez-moi de vous dire que la récréation est finie. J'aime bien cette phrase et bienvenue au monde des adultes, oui, bah, parce qu'en fait, j'aime bien cette image qui reflète ça, parce qu'on va passer d'un mode, scolaire à un monde, on va dire orienté résultat. C'est-à-dire qu'on va rejoindre un monde d'entreprise ou peut-être de l'administration, qui vont vous demander et vous exiger des résultats par rapport aussi à des indicateurs de performance. Peut-être que lors des études que vous faites, vous avez peut-être entendu parler de KPI, c'est-à-dire un indicateur de performance qu'on appelle le Key Performance Indicator. Donc tout ça, va vous être demandé une fois que vous allez intégrer le monde de l'entreprise. Donc, on n'est plus dans un monde scolaire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que là, j'étais en train de discuter avec des amis enseignants cette semaine et ce qu'on m'a dit effectivement, que pendant le mois de Ramadan, ils ont reçu quelques étudiants sur 200, donc 5 sur 200.
Donc le taux de présence, cet engagement, ce respect aussi, tout ça, on va devoir, ou bien ça va être exigé au niveau du monde de l'entreprise. Donc en fait, le monde de l'entreprise, c'est un monde où on apprend vite. On n'a pas le temps, l'entreprise ne va pas nous attendre, les collègues ne vont pas nous attendre. C'est un monde aussi qui va exiger de demander du feedback. C'est-à-dire, je travaille, je fais mes tâches, je fais mes missions, mais je dois demander du feedback, un retour de mes managers. Ça, c'est important. Donc moi, j'aimerais effectivement qu'on se projette dans cet état d'esprit pour se dire, on arrive dans un monde qui est différent, on va nous exiger des résultats. Bien sûr, on doit aussi nous donner les moyens, et ça, on va le voir tout à l'heure pour la partie entretien et négociation de l'offre, où l'entrepreneur ou le recruteur n'est pas le seul à vous poser les questions. Il n'est pas le seul à exiger des choses de vous. Vous devez aussi exiger les moyens pour travailler et achever vos missions dans les règles de l'art pour éviter, plus tard, on en parlera aussi, tout ce qui est stress, burn-out, etc. La fiabilité aussi, parce que là, et d'ailleurs je vous salue pour ceux qui sont ponctuels, ce matin. Pourquoi c'est important? Parce que oui, à l'université, peut-être dans un amphithéâtre, on peut arriver une demi-heure en retard, on prend un polycope et puis, il y a pas de souci. C'est des choses qu'on ne pourra pas faire au niveau de l'entreprise parce que ça fait partie aussi du respect. Si on doit rentrer à 8h30, ben, on doit arriver au moins à 8h20. Prendre un café, s'installer tranquillement. C'est-à-dire on prépare un petit peu notre installation et cette ponctualité va vous permettre aussi si demain, vous allez voir un client, par exemple dans le monde du commercial, eh ben, si on a un rendez-vous à 10h, on n'arrive pas à 10h chez le client. On arrive peut-être à 9h30, on doit trouver une place où se garer, on doit préparer nos outils, reprendre les notes avant de rentrer chez le client, surtout si on doit closer une commande, si on doit ramener une commande. Donc en fait, cet état d'esprit est important à adopter avant d'aller au monde du travail parce qu'on ne va pas uniquement chercher un salaire, on ne va pas uniquement chercher un revenu. Et puis, le growth mindset, et ça, je vais vous montrer un schéma pour moi qui est très important parce qu'on a deux types de mindset ou d'état d'esprit, un qui est un peu fermé et fixe et un autre qui est un peu plus ouvert. Et moi, j'aimerais effectivement qu'on arrive à cette partie qui est un peu plus open. Exemple. Souvent, les gens qui vont intégrer le monde du travail vont être un peu limités dans leur ambition. Et c'est pas plus mal parce qu'on ne peut pas avoir toujours dans une entreprise des managers, de top managers, des middle managers. On peut aussi avoir des gens qui ne n'ont rien demandé. Ils veulent juste avoir une tâche, deux tâches très claires. Et pendant 40 ans, ils vont répéter ces tâches. Ça peut être dans le monde des usines, etc. Or que si vous voulez justement évoluer, accéder à d'autres challenges, effectivement, il faut avoir ce growth mindset et accepter qu'on vous fixe, de nouveaux objectifs, qu'on vous donne de nouveaux challenges. Il faut aussi accepter on va dire, les remarques constructives parce que souvent, on va vous demander un travail, vous allez le faire, mais on va vous faire des remarques. Donc il faut être prêt à les accepter. Parce qu'en fait, plus on a des remarques, donc plus on est appelé à améliorer notre méthode de travail et à évoluer. Donc tout ce growth mindset, il est important à adopter par rapport à un fixed mindset, notamment pour ceux qui sont frileux à avoir de nouvelles missions parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance en eux et puis il y a ce doute qui des fois peut être notre allié, mais il est toujours là, si on n'arrive pas à l'apprivoiser, ben, on va rester toujours dans les mêmes tâches, dans les mêmes missions et puis quand on aura peut-être 60 ans, on va prendre notre retraite et puis on revient avec un regard derrière et on n'a pas forcément évolué. Donc ce grand mindset, je pense qu'il faut effectivement l'adopter dès maintenant. Alors, ce que je disais, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, une fois qu'on est, cet état d'esprit de transition, on se dit: «On passe du mode scolaire vers un monde orienté résultat». Une fois qu'on se dit: «Oui, on a besoin d'avoir cet état d'esprit qui est large» et on se prépare à recevoir des remarques, on se prépare à se définir de nouveaux objectifs. Donc ça, c'est la première étape, OK? Et par la suite, quand on va, faire cette démarche pour faire une recherche d'emploi ou se dire, «Là, maintenant, je vais, faire une stratégie là-dessus», heu, avant même de faire ce bilan de compétences, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas cette démarche-là le jour où on a nos diplômes. C'est-à-dire si on a nos diplômes en juin, juillet, c'est pas le mois d'août qu'on va commencer cette démarche. La démarche, elle commence, la même année,
de fin de parcours ou bien même une année avant. Et on va voir plus tard pourquoi. Donc, faire ce bilan de compétences, ne vous méprenez pas, ce n'est pas uniquement ceux qui ont une carrière qui vont faire un bilan de compétences. Même à votre niveau en tant qu'étudiant, vous pouvez faire votre propre bilan de compétences et je pense que vous avez déjà entendu parler de soft skills, de hard skills au niveau de vos études, au niveau des ressources humaines ou peut-être d'autres. Je ne sais pas quels sont les domaines dans lesquels vous étudiez. Vous pouvez les écrire dans le message et on prendra le temps de parcourir ces réponses. Mais l'idée, c'est de dire que quelle que soit la branche dans laquelle je suis capable et je devrais être capable de faire ce bilan de compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, quel que soit le travail qu'on va devoir chercher, dans lequel on va tomber, quelle que soit l'entreprise ou l'institution qu'on va rejoindre, avant de passer l'étape du CV, du pitch, de l'entretien d'embauche, on doit savoir quelles sont nos compétences soft. Ce qu'on entend par soft, c'est par exemple la communication, la collaboration. Est-ce que je suis capable de résoudre un problème ou une problématique quand elle arrive? Parce que dans le monde de l'entreprise, tout n'est pas positif forcément. Si demain j'ai des soucis, comment je dois les gérer? C'est ces compétences de ce qu'on appelle aussi l'esprit de Kaizen qu'on doit avoir et moi, à mon niveau, je dois m'arrêter un moment et dire quels sont mes soft skills. Par exemple, est-ce que j'ai un problème de communication? OK, ben, je dresse l'état des lieux. Je dis, j'ai un problème de communication. Qu'est-ce que je fais? Quelle est l'action? Donc, je vais peut-être aller chercher des formations. Ça peut être en ligne, présentiel, pour améliorer ma manière de communiquer. Surtout quand je vais rejoindre, par exemple, un domaine où on a besoin de communiquer, une agence de com, une agence de digital, médias, etc. Donc, j'ai besoin justement de ces compétences. Donc, je dois m'améliorer là-dessus. La partie technique, dans votre cas, si je prends par exemple un ingénieur en développement informatique, ben, sur la partie hard skill, ça va être le fait de développer un site web, par exemple, ou de développer une application. Et donc, ce sont justement ces hard skills que je dois aussi dresser, lister. Quelles sont aussi les certifications que j'ai en ma possession? Quelles sont les langues que je maîtrise? Exemple, si demain je me dis je termine mon diplôme et je veux aller à Dubaï pour travailler, ok, ben, il faudrait aussi que vous ayez un très bon anglais. Il faudrait aussi que vous ayez un arabe classique, parce que si on prend l'Arabie Saoudite ou les Émirats, tout le rappel d'offres. Donc, je disais, oui, dans le plan de montée en compétence. Et d'ailleurs, pendant que je parle, parce que c'est pas toujours évident de ne pas voir les gens, donc si quelqu'un veut poser une question sur le chat, n'hésitez pas, on prendra le temps de lire si vous avez des questions. Voilà, donc le plan de montée en compétences où je me dis sur les 3 prochains mois, quelles sont les actions que je vais faire. J'ai un problème en anglais, ben, je vais faire la démarche d'aller m'enregistrer dans un centre de langue ou bien suivre des cours en ligne sur l'anglais pour m'améliorer. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de dire, je dois me mettre à jour avant de démarcher les entreprises. Parce que si demain, et on le verra dans la partie recherche d'emploi, si je sais où je veux aller, quels sont les types d'entreprises et quel secteur je veux rejoindre, je devrais connaître quels sont les prérequis dont j'ai besoin pour justement rejoindre ces entreprises. Et donc, c'est pour ça que je dois me préparer et monter en compétences avant de passer à l'étape de recherche d'emploi, de présenter mon CV, etc., etc. D'accord? Voilà. Et donc ça même, effectivement, ça fait la transition pour parler du fait de cibler le marché et les méthodes de recherche. Et là, je le disais un peu avant, quand je disais que je n'attends pas le mois d'août. Avec mon diplôme, je suis content, j'ai fait la fête, j'ai passé 3 mois de vacances et je fais des copies de CV en 100 copies, 200 copies, je descends sur le terrain et je commence à distribuer. Ça ne marche pas parce que d'abord, on perd beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, surtout quand on part dans les administrations et qu'on sait que les concours, peut-être il y a 1000 personnes qui vont répondre à un cours des finances et qu'ils ont peut-être sélectionné 10 personnes. Donc, le taux de conversion, je pense que vous avez fait les maths, il est loin d'être intéressant par rapport à une énergie que je peux utiliser pour faire une démarche structurée avec des taux de conversion beaucoup plus intéressants. Et aujourd'hui, le digital nous le permet, on le verra notamment sur LinkedIn et autres. Donc d'abord, effectivement, il faut que je cible ma recherche. Effectivement, je comprends. Et puis, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel je vis.
Est-ce que c'est une urgence? Je dois travailler, c'est une urgence, j'ai besoin d'argent, ça se comprend. Je comprends qu'on peut aller à tout va déposer nos CV et répondre à toutes les offres, mais si j'ai le choix et ce luxe de prendre le temps de structurer ma recherche, je serais bien effectivement que je le fasse. Donc, je dois cibler ma recherche qui est une étape clé pour trouver un bon emploi et démarrer une belle carrière. Donc, d'abord, si je prends par exemple un domaine, par exemple, on va dire pharmaceutique. Je me dis, tiens, moi j'aimerais bien, par exemple, être un délégué médical. Voilà, ça c'est un métier qui est clair, un secteur qui est clair. Et après, je dis, oui, j'aimerais bien travailler dans la zone Rabat, Salé, Kénitra. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont clairs. Je sais où je veux aller, je sais quels sont les types d'entreprises que je dois cibler, je sais quelle zone géographique sur laquelle je veux travailler. Donc voilà, déjà, ça je le définis. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord lister les entreprises qui travaillent dans ce secteur. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de Monsieur Google uniquement. On a l'IA aujourd'hui. Si je vais sur un chat GPT, un Microsoft Copilot ou autre, et que je lui demande de me sortir une liste des laboratoires pharmaceutiques ou des sociétés de promotion médicale où je peux justement trouver ce que je veux, ben, il va vous sortir la liste rapidement en 2 secondes. Donc effectivement, aujourd'hui, la recherche, elle est beaucoup plus simple, mais elle va être structurée parce que vous savez où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez avoir comme emploi. Donc voilà, donc je cherche les entreprises. La liste que je vais avoir, je vais aller dans leur site web. En général, les grandes structures ont des sites web. Donc, ils ont aussi le moyen d'organiser des congrès, des séminaires. Donc, vous, en tant qu'étudiant, vous avez le moyen d'aller des fois assister à ce type d'événement. Souvent, on demande aussi du bénévolat, et on le verra aussi tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous enregistrer, vous inscrire comme bénévole dans des événements qu'ils organisent, ce type d'entreprise. Et donc, voilà, donc petit à petit, c'est comme ça que vous allez de loin, dans un premier temps, savoir comment fonctionnent ces entreprises. Et vous pouvez d'ailleurs aussi approcher, et je l'ai dit dans la dernière phrase, approcher les alumni. En fait, c'est des gens qui ont fait la même formation que vous, que ce soit à l'université, que ce soit dans les écoles privées, que vous connaissez déjà et que peut-être qui travaillent dans ce type d'entreprise. Donc, il n'y a pas mieux que de demander à des gens qui sont déjà dedans. Donc, vous avez cette recherche d'aller sur leur site web, de suivre les événements qu'ils font, de les suivre sur LinkedIn. Et on va y arriver sur la page LinkedIn. Il y a une page qui est dédiée sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à poser des questions aussi là-dessus. Et voir les événements et les congrès. Si ce sont des événements et des congrès qui sont ouverts au public, et moi, c'est des événements qui arrivent dans ma zone géographique où j'habite, ça ne me coûte pas grand-chose d'aller assister à ces événements. Ça ne me coûte pas d'aller voir comment ces gens parlent. Est-ce qu'ils font des team building? Est-ce qu'ils font des événements de cohésion d'équipe? Donc tout ça, en fait, avec cette recherche-là ciblée, il va me permettre d'avoir une idée claire sur ces entreprises dans des secteurs que je veux rejoindre. Je suivrai aussi, parce que sur le site, ils vont faire des candidatures des fois spontanées, c'est-à-dire vous avez la partie contact et vous avez souvent candidature spontanée. Donc vous pouvez faire ça, pas de problème, parce que c'est dans le secteur de prédilection. Mais vous pouvez aussi les suivre sur LinkedIn et toutes les offres d'emploi qu'ils font sur les différents sites qui existent et répondre par rapport à une demande concernant le domaine que vous voulez rejoindre. Alors, ce qui est aussi possible de faire quand vous faites ces démarches, c'est de ne pas les faire d'une manière aléatoire, parce que si demain vous faites une candidature spontanée et qu'on vous appelle, et que vous oubliez à qui vous avez envoyé votre CV ou votre demande, ça va être problématique. D'où le fait que ce serait quand même bien de faire un suivi dans un tableau. Ça coûte ou ça demande peut-être 5 minutes pour faire un tableau Excel très simple, Excel Word, et vous listez le nombre, enfin les noms des entreprises que vous avez ciblées, la zone géographique, le contact, parce que souvent il y a un contact de ressources humaines. Souvent, des fois, on met le nom carrément, ou bien on peut le suivre sur LinkedIn, on trouve le nom sur LinkedIn facilement, et puis vous mettez la date à laquelle vous avez fait cette demande et l'action. Toujours mettre une action. Je mets une date. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'action que je dois faire? Est-ce que je dois relancer dans une semaine? Est-ce que je dois assister à un événement de cette entreprise dans une semaine, etc. Toujours avoir, en fait, ce qu'on appelle un tableau de bord. Voilà, c'est un dashboard. Il va vous suivre. Et plus vous sélectionnez des entreprises, plus vous avez à avoir un tableau de suivi
qui va s'allonger avec le temps et qui est suffisant dans un premier temps par rapport à une énergie qui va vous ramener des choses plus concrètes que d'aller de donner votre CV à tout va, sans forcément de retour et dans des secteurs qui sont divers. Alors, je comprends que quand on fait de l'économie, par exemple, dans une université, on fait de la gestion ou du management, je comprends, oui, on se dit, faites de la gestion, vous allez avoir plus de chances de trouver un travail, parce que de la gestion, on peut travailler partout. Oui, mais qu'est-ce que je veux moi faire? Oui, je peux trouver un travail dès demain. Moi, j'ai des entrepreneurs qui ont du mal aujourd'hui à trouver des gens sérieux. Il y a même des gens qui répondent à des entretiens, ils ne viennent pas. Donc le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas d'emploi, c'est toujours avoir cette correspondance, d'avoir la bonne entreprise et le bon cadre et le bon employé. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui au niveau mondial, pas forcément au Maroc. Donc voilà, donc l'idée, c'est de bien cibler la recherche. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des questions ou je continue? Pas de questions pour l'instant, Madame Gadi. Ok, on avance, parce que je ne voulais pas réduire l'écran, je reste sur mode voilà, en diaporama, on verra après s'il y a des questions. Alors, je parlais de LinkedIn juste avant en parlant de recherche structurée, c'est un peu la tendance, comme on a parlé avec Madame Zine tout à l'heure en disant, voilà, la tendance, il y a le digital, la cybersécurité, ben, la tendance aussi depuis un bon moment, à peu près moins d'un an, c'est LinkedIn. Bon, LinkedIn, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un peu le réseau professionnel, social aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions sur ce réseau, qui a été créé avant 2016, bon, j'étais peut-être 2005, je ne me rappelle pas, 2004, mais c'était un réseau en fait qui à la base a été créé pour la recherche d'emploi. C'est-à-dire on a des entreprises qui veulent trouver quelqu'un et puis on a des étudiants ou des chercheurs d'emploi, même des cadres qui voulaient rejoindre certaines entreprises. Donc vraiment ça s'arrêtait à ça. Et en 2016, il y a Microsoft qui a racheté LinkedIn parce qu'il a vu que c'était un réseau qui allait, qui allait vraiment évoluer. Il avait vu qu'on pouvait le développer vers autre chose, pas que sur la partie recherche d'emploi. Et voilà, donc il a investi là-dessus et depuis, ça reste le réseau de prédilection de toute entreprise ou quelqu'un qui cherche de l'emploi, mais aussi quelqu'un qui cherche à mettre en place ce qu'on appelle un personal branding. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a l'entreprise qui a un compte LinkedIn, mais on a aussi les employés de cette entreprise qui ont le propre compte et on a par exemple le président ou le patron de cette entreprise qui a son propre compte. Et souvent, les gens, pourquoi je parlais d'émotion dans ce type de réseau social et professionnel, parce qu'on va suivre aujourd'hui plus l'entrepreneur plutôt que la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend par exemple Dislog, qui maintenant fait partie du HNS Group de Belkhiyat, aujourd'hui, les gens qui sont externes de cette entreprise ne suivent pas forcément HNS et voir quand est-ce qu'ils vont introduire en bourse ces filiales, mais suivent Belkhiyat en personne, qui est d'ailleurs un ancien ministre, certes, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à mettre en place ce qu'on appelle un personal branding. OK? Donc aujourd'hui, LinkedIn, oui, vous pouvez rentrer, créer votre profil, votre bannière et commencer à poster du contenu, mais c'est aussi un moyen qui est lié à ce que j'ai dit juste avant sur la partie sectorisation et structuration de la recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, quand je vais aller sur LinkedIn, je ne dois pas rester passif si je veux chercher de l'emploi. Dans les secteurs sur lesquels on a parlé tout à l'heure, notamment par exemple le laboratoire pharmaceutique, il doit avoir un compte LinkedIn. Leur DRH doit avoir aussi un compte LinkedIn. Donc, ils vont poster des offres d'emploi. Et des fois, ils postent des offres de stage. Des fois, il y aura des demandes de bénévolat. On annonce les événements. Quand je dis tout à l'heure sur Google ou ChatGPT, on va vous donner les congrès, les séminaires qui existent. Sur LinkedIn, on va les trouver directement parce qu'on a besoin de visibilité. Aujourd'hui, au-delà des offres d'emploi, les entreprises et les CEO et les employés des entreprises sont là pour chercher de la visibilité, des fois un peu limite du buzz parce que on cherche de l'émotion en postant des photos pour montrer la cohésion d'équipe, les team building, les tours, etc. Mais derrière tout ça, il y a un suivi qui est très important. Et demain, si vous postez un contenu,
s'il est intéressant, les gens vont être intéressés pour vous suivre sur ce que vous faites. Alors, ce que je propose déjà, et là on le verra le plan d'action à la fin de cette conférence, c'est effectivement d'abord de créer un compte LinkedIn, avec photo bien sûr. Parce que moi aujourd'hui, quand on m'envoie une demande de connexion, s'il n'y a pas de photo, je n'accepte pas. Parce qu'on peut aussi avoir des faux comptes. Après, vous verrez, si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, on peut aussi certifier un autre compte avec un passeport pour et quand on voit qu'on est certifié, on est plus confiant que c'est vraiment quelqu'un qui existe. C'est pas un faux compte, notamment quand c'est une entreprise, c'est pas un faux compte, mais quand c'est une personne qui va poster du contenu, qui va faire des commentaires, s'il n'y a pas de photo, en général, sur LinkedIn, on aura du mal à accepter sa demande de connexion. Donc, il faut effectivement avoir une photo professionnelle, c'est-à-dire faire un selfie sur iOS, c'est pas du tout là. Là, c'est plus Instagram. Là, on est sur LinkedIn, donc il faut effectivement une photo professionnelle, quitte à investir là-dessus, peut-être 200, 300 dirhams, et mettre un titre accrocheur. Exemple. Si vous êtes encore étudiant, vous allez avoir l'impression que vous n'avez rien à dire par rapport à un monde de l'entreprise qui évolue, et c'est faux. Parce qu'en tant qu'étudiant, si par exemple vous êtes dans un domaine, je sais pas, je dis n'importe quoi, l'environnement, alors qu'on parle de COP et d'environnement, de développement durable, de changement climatique, c'est un thème et c'est un angle que vous pouvez prendre en compte pour commencer à poster là-dessus avec un titre accrocheur en disant, par exemple, j'ai n'importe quoi, étudiant en biodiversité, sauvant la nature. Et là, par exemple, juste avec cette accroche, on sent que vous êtes là pour impacter votre environnement. Donc, effectivement, oui, vous pouvez avoir votre place sur LinkedIn, même en tant qu'étudiant. Et souvent, comme j'ai dit, quand on va demander des stagiaires ou des stages pré-emploi ou autres, on va peut-être être plus enclin à aller chercher des gens qui postent et qui donnent leur avis. Alors après, bien sûr, il faut faire attention. C'est ça peut paraître contradictoire, mais il ne faut pas effectivement s'approcher de certains thèmes comme la politique, comme certaines choses qui peuvent donner l'impression à certains recruteurs comme si vous étiez par exemple lié à un parti politique ou bien lié à certaines idéologies. Donc ça, il faut rester plus dans votre thème de prédilection, comme j'ai dit, l'environnement, la santé. Si on parle de, vous voulez faire délégué médical, ben parlez de la santé. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a plein de problématiques qu'on a récemment vues au Maroc. Donc ça, effectivement, ça peut, on va dire, vous faire identifier plus rapidement que quelqu'un qui est passif. C'est-à-dire quelqu'un qui a un profil mais qui ne dit rien, qui ne poste rien. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis sûre qu'à plus de 50%, un recruteur va aller chercher votre nom sur Internet ce que vous postez, et puis pratiquement sur LinkedIn quand c'est du B2B. Donc faites très attention aussi à ce que vous dites quand vous faites cette démarche. Voilà, donc le résumé, voilà, rapidement sur LinkedIn, vous pouvez faire votre profil et en quelques phrases, mettre des mots-clés. Orienter aussi résultats. Si on cherche un domaine spécifique, on doit utiliser ces mots-clés au niveau d'un résumé. Voilà. Les compétences, si vous avez des recommandations de vos enseignants, par exemple, vous êtes à la dernière année, pendant 4 ans, vous avez des enseignants qui peuvent vous recommander, vous écrire une recommandation sur LinkedIn. Là aussi, c'est important. Donc là, vous allez voir effectivement qu'un profil qui est complet, avec beaucoup de contenu, avec quelqu'un qui va poster pour créer son personal branding et qui va avoir une ligne éditoriale claire dans un angle qui rejoint le secteur d'activité que vous voulez rejoindre, il n'y a pas photo par rapport à quelqu'un qui va avoir juste son nom, son photo, son personal branding, son profil, son résumé, sans démarche concrète pour aller rejoindre cette entreprise. Donc, quand on va prendre les deux profils, bien sûr, le choix va aller plus vers quelqu'un qui a pris le temps de structurer sa recherche et d'orienter les gens vers ce qu'il veut. Et c'est potentiellement possible. Après, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais si vous adoptez, parce que là, ce que je vous donne, c'est un raccourci. Hein. Il y a des gens qui sont sur un LinkedIn depuis 2018 et qui pêchent à avoir 30 likes. Et l'idée, c'est pas d'avoir 30 likes, mais l'idée, c'est d'avoir les retours et les commentaires de personnes qui sont liés au secteur d'activité que vous voulez, que vous cherchez. C'est ça ce qui est important. C'est ça le challenge. Mais je pense que
quand on se met sur LinkedIn et qu'on est dedans, qu'on poste régulièrement avec cet angle-là, toujours rester sur l'angle d'attaque, sur votre ligne éditoriale, sur les mots-clés que vous utilisez, suivre les entreprises dans les secteurs d'activité que vous recherchez et écrire sur le segment du marché que vous voulez rejoindre. Là, je suis sûre que, a priori, en 6 mois, vous devez quand même être identifié plus facilement. Voilà. Donc, pour résumer sur cette page, effectivement, et je l'ai dit à droite, c'est un réseau pour gérer votre carrière et trouver des opportunités d'emploi et développer votre marque personnelle. Aujourd'hui, quand vous allez entendre LinkedIn, ça va être votre marque personnelle que vous devez développer. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc j'avance sur la partie CV. Alors, sur la partie CV, je ne vous apprends pas grand-chose, mais 2-3 éléments clés qui sont les suivants. Alors aujourd'hui, ou même il y a quelque temps, souvent on trouvait des CV un peu de différentes manières, chacun le mettait à sa façon. Et aujourd'hui, avec la digitalisation, avec tout ce qu'on trouve comme application sur Internet, souvent gratuite, on a aujourd'hui la simplicité et l'occasion d'avoir un CV bien fait, sobre, comme ces modèles-là que je vous montre. Et en fait, vous avez des applications, vous avez des sites web qui peuvent vous permettre de créer un CV qui reste un peu sobre. Après, je vais vous expliquer aussi la différence parce que si tout le monde va sur ces sites-là, je vous donne un exemple de site qui est par exemple le site Canva. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais Canva d'ailleurs va vous permettre aussi d'utiliser la bannière sur LinkedIn, de créer une bannière LinkedIn, etc. Et donc Canva va vous permettre, comme d'autres sites, de mettre en place un CV sobre. Il y a d'autres modèles qui existent. Des fois, on va trouver la photo à droite, on va trouver par exemple le résumé à gauche, mais globalement, on saura que ça a été fait sur un site et tant mieux. Ça peut aussi alerter et dire que vous êtes au courant de ce qui se passe, que vous pouvez et vous êtes capable d'utiliser certaines applications qui vont vous faire gagner du temps plutôt que de passer 1 heure à créer un CV alors qu'on a des modèles. Alors, les 2 éléments que j'aimerais quand même qu'on discute sur cette partie-là, c'est que si on a les mêmes CV et les mêmes logiciels qui sont utilisés par tous, comment le recruteur va vous identifier? Quelle serait la différence? Ce n'est pas que la photo. Donc, ce que vous devez faire pour vous démarquer justement, bon, il y a les coordonnées, les langues, les compétences. Cette partie compétences, elle est très importante. Alors, pour l'amour du ciel, ne demandez pas à ChatGPT de vous sortir 6 compétences que vous n'avez pas. Donc, ce n'est pas le cas. Par contre, vous pouvez plutôt prendre vos compétences que vous avez rédigées vous-même et demander à l'IA de vous restructurer ou reformuler. Ça, il y a pas de souci. Vous pouvez le faire parce que vous avez des compétences réelles. Mais restez quand même sur des compétences plutôt que vous maîtrisez. Si vous dites résolution de problèmes et si le recruteur vous demande à quel moment vous avez déjà résolu des problèmes, vous devez répondre. D'accord? Donc ça, c'est important. La partie aussi centre d'intérêt, il ne faut pas faire tout n'importe quoi. Si un jour vous avez fait une seule randonnée, il ne faut pas dire que le centre d'intérêt, ce sont mes randonnées. Voilà, donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de très, très concret. Et si vous dites voyage alors que vous n'êtes pas sorti de Rabat, voilà. Donc il faut vraiment ne pas mentir, oui, améliorer et mettre en valeur certaines informations, mais ne pas dire non plus n'importe quoi, parce que le recruteur, il aura l'occasion de vous poser des questions là-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est la partie résumé de ce qu'on trouve sur ce modèle-là derrière Sacha Dubois. C'est ce paragraphe-là qui peut vous démarquer par rapport à d'autres CV. Sur la partie expérience professionnelle, alors on peut me dire, je suis étudiant, je n'ai pas encore travaillé, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Tout à fait. Normalement, vous avez dû faire des stages. Alors sur ces stages-là, il faut essayer de sortir des informations clés par rapport à ce stage. Exemple, souvent dans les gens qui ont fait peut-être économie et gestion, ils ont dû faire par exemple des stages au niveau des banques. Bon, pas forcément des stages où on fait que des photocopies, mais si on a fait des stages dans des départements, par exemple, même, je dis n'importe quoi, je fais un stage dans un département d'archivage. OK? Je suis pas fan, c'est pas du commercial, mais je peux sortir même de ce stage-là 1 ou 2 phrases clés. Par exemple, et là, c'est pour ça que je reviens sur la partie verbe d'action et résultats chiffrés. Et ça va nous aider dans la slide où on va parler d'entretien avec la méthode STAR. Pourquoi? Parce que
à travers chaque expérience, je dois sortir les éléments clés. Par exemple, dans la partie archivage, je peux dire que pendant 2 mois de stage, j'ai pu archiver 1000 dossiers. Alors, ça peut ne pas avoir un impact sur le métier que je vais faire, mais je ne sais pas si vous avez fait attention, sur cette phrase, j'ai sorti un chiffre. Donc, chiffre, ça veut dire résultat. Et on a parlé et on a dit tout à l'heure qu'on est dans un monde orienté résultat. Alors, aujourd'hui, c'est j'ai fait 1000 dossiers. Demain, ça va être 1000 clients. Alors, cette phrase-là, qui change selon les secteurs, va permettre à votre recruteur de dire que c'est quelqu'un qui est orienté chiffre déjà, qui est orienté ce qu'on appelle les KPI. C'est-à-dire, on lui a donné un indicateur de performance en disant, voilà, dans votre stage, il faudrait, par exemple, que vous arriviez à faire 1000 dossiers. Ben, il les a fait. J'ai fait 800 dossiers. Ben, j'ai fait 80% de, c'est pas un chiffre d'affaires, j'ai fait 80% de mon objectif. Donc, ces phrases-là vont changer la donne par rapport à quelqu'un qui arrive dans un entretien, qui donne un CV, où il n'y a pas ces verbes d'action, il n'y a pas de résultats chiffrés. Donc, quel que soit le thème ou le sujet ou le secteur dans lequel on fait ce stage ou cette expérience professionnelle, parce qu'on peut être en cours de faire une licence ou master, mais aussi travailler en même temps. Il y a des gens qui travaillent dans un centre d'appel, par exemple, et continuent de faire leur master. Alors, ces gens-là aussi, la même chose. Dans un centre d'appel, on vous apprend tout de suite à être dans les chiffres. C'est-à-dire combien d'appels vous allez passer par jour, combien d'appels vous allez convertir. Et donc, tout ça, vous allez pouvoir le mettre dans la partie expérience professionnelle. C'est ce que le recruteur veut lire sur votre CV. Il ne veut pas lire la date ou parce que vous pouvez aussi mentir. Il ne va pas aller chercher quand vous allez faire le stage. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez tiré de ce stage? Et comment vous avez aidé cette entreprise, cette administration, ce centre d'appel à arriver à ses objectifs? C'est ça ce que le recruteur veut savoir par rapport à votre CV. Si on reprend LinkedIn, qu'on a soulevé, il y a encore un slide, et on le met avec le CV, qu'est-ce qui se passe? Je suis l'entreprise, je fais une offre d'emploi sur LinkedIn. Alors, imaginez que avec les travers aujourd'hui de certains étudiants ou de certains rechercheurs d'emploi, ils vont répondre à toutes les demandes, même si ça ne correspond pas du tout à leur secteur de prédilection, parce que, comme j'ai dit, des fois, il y a une urgence. Je dois travailler, j'ai besoin d'argent, je ne vais pas rester à la maison. Ça s'entend. Bref, la société, elle va recevoir 2000 CV. À votre avis, elle n'a pas le temps de voir 2000 CV. Donc, ce qui fait que LinkedIn, quand on a un compte avec Premium ou autre, pour l'entreprise, elle vous donne ou elle donne des outils à l'entreprise pour pouvoir sélectionner d'une manière automatique les CV qui répondent aux critères qu'elle a décrits dans l'offre d'emploi. C'est pour ça que je parlais de verbes d'action, de mots-clés qu'il faut mettre à œuvre. Exemple, il y a quelqu'un, par exemple, qui demande un chef de projet. Ou bien quelqu'un qui demande un délégué commercial, comme on a dit, etc. Donc, ces mots-clés-là qui sont demandés dans la mission au niveau de l'offre d'emploi, il faudrait que je puisse les reprendre d'une certaine manière, soit dans ma partie résumé, qui est juste là au-dessous de Sacha Dubois, soit au niveau de mon expérience professionnelle. Parce que sinon, le système de LinkedIn, il ne va pas me sélectionner parmi les 2000 CV. Et en plus du fait qu'il est sélectionné, il donne une note. C'est-à-dire, par exemple, sur un CV, on va voir qu'il est noté 1 sur 5. C'est-à-dire, il y a un seul critère qui est retenu dans le CV. Il va tout de suite évacuer. On ne va même pas regarder le CV. On ne va même pas le lire. D'accord? Donc, fini l'ère où on recevait 10 000 CV sur un bureau et on commençait à nettoyer. Ça n'existe plus. C'est digital. D'accord? Donc, qu'est-ce que va retenir le recruteur? Il va d'abord commencer par ceux qui ont eu 5 sur 5, c'est-à-dire au moins, ou bien tous les critères qui sont demandés, ils sont dans le CV. Même si ce n'est pas vrai, parce que après, il y aura l'entretien, il y aura d'autres démarches, mais au moins, il va être sélectionné. Si vous n'avez aucun mot-clé, dans votre CV par rapport à ce qui est demandé, ben, vous n'allez même pas être sélectionné. Donc, ce n'est même pas la peine de relancer parce que vous n'allez pas avoir de réponse. Donc, évitez s'il vous plaît d'envoyer votre CV à tout va, mais si vous êtes obligé, et ça s'entend comme je l'ai dit, au moins essayez d'orienter votre CV. Bien sûr, ce n'est pas mentir, alors on ne ment pas, mais on oriente par rapport à la demande, bien sûr, si on est dedans. Parce que même si on oriente et qu'on est sélectionné, ben on va avoir un problème au niveau de l'entretien.
quand on va nous demander de passer l'entretien, on va pas réussir parce qu'on aura menti. Et aujourd'hui, je vous je vous rassure que les recruteurs, de plus en plus, et je pense en tout cas dans le monde de l'IT, j'ai posé pendant plus de 17 ans, ce que fait, c'est que quand je reçois un CV et je vois par exemple que vous avez 1 an d'expérience chez Disway, eh ben, je vais prendre le téléphone et je vais appeler Disway. Je vais appeler Belmagi en disant: «Est-ce que vous avez déjà reçu cette personne? Oui, elle a travaillé avec nous. Est-ce que vous pouvez me donner votre feedback?» Donc voilà, donc oui, on va demander le feedback directement au niveau des entreprises chez lesquelles vous avez travaillé ou bien chez lesquelles vous avez fait un stage. Donc aujourd'hui, tout le monde pratiquement fait ça. Donc faites attention à ce que vous dites dans le CV. Et puis, même quand vous faites un stage, l'idée aussi, c'est de sortir, de faire une sortie propre d'un stage, de faire une sortie propre par rapport à un emploi, parce que le monde est petit, on peut se retrouver et on peut avoir justement des gens qui vont pas forcément faire un commentaire positif sur notre expérience. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a parlé tout à l'heure de soft skills. Parce que les hard skills, oui, aujourd'hui, je ne développe pas un site web, demain, je peux le développer, je peux apprendre. Je ne fais pas de l'IA, je peux apprendre, ça, c'est du hard skills. Tout le monde peut apprendre des hard skills. Les soft skills, ça se développe. On l'a, on l'a pas au début, mais on peut les développer. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, sur cet esprit, comme j'ai dit, de transition, cet esprit de mindset ouvert, ou de se dire que je suis aussi dans la résilience, dans un emploi. C'est-à-dire, je ne vais pas travailler avec des gens que je connais. C'est pas mes parents, c'est pas mes frères et sœurs, donc c'est pas des gens forcément qui vont être gentils avec moi. Donc il faut que je me prépare à tout ça. D'accord? Donc voilà, sur la partie CV, si vous avez des questions, vous me le dites et on va passer à la partie lettre de motivation et pitch. Donc là, une fois que j'aurai passé ces slides, on verra si on peut envoyer les gens, Madame Zineb, sur 2 salles. Parce que moi, je ne vois pas là le nombre de personnes et si tout le monde est toujours là. Mais bon, les deux motivations, là aussi, je vous apprends rien, mais là aussi, par pitié, ne partez pas chez ChatGPT pour faire votre lettre de motivation. Par contre, comme je l'ai dit sur la partie avant, vous pouvez la rédiger et demander à l'IA de reformuler une ou deux phrases. Mais il faut qu'on garde votre touche plutôt que de sentir que c'est l'IA, parce qu'aujourd'hui, on peut facilement savoir que c'est l'IA. Il y a même des gens qui vont faire du copier-coller et même oublier les petits tirets de ChatGPT. Donc faites attention, prenez le temps, ça c'est votre avenir. Vous pouvez vous faire conseiller, vous pouvez vous faire relire par des gens, par des mentors, par des gens de la famille qui sont déjà dans le domaine, mais vous pouvez aussi avoir la liberté de reformuler un petit paragraphe et de le réécrire à votre manière. Ça, ce n'est pas méchant parce que la technologie, il faut bien qu'on l'utilise. Donc, idem, là aussi, il faudrait que tout de suite, dans la lettre de motivation, on sent votre motivation à rejoindre notre entreprise. Parce que c'est une question qu'on peut vous poser au niveau de l'entretien d'embauche. Pourquoi vous voulez rejoindre l'entreprise? Ben, il faut que vous soyez prêt à répondre à cette question. Comme dans la lettre de motivation, parce qu'on va les lire, les lettres. Si on les demande, ça veut dire qu'on va les lire. Donc, il faut essayer effectivement de se démarquer, parler de l'intérêt pour l'entreprise. C'est pour ça que je disais qu'il faut structurer la recherche. Donc, si on a fait une recherche sur le secteur qu'on veut rejoindre, il est clair qu'on saura pourquoi, par exemple, dans les laboratoires pharmaceutiques, Sanofi peut-être a fait une augmentation du capital. Sanofi peut-être a été certifié récemment. Donc, tout ça, si, par exemple, on a cette touche de développement durable ou autre, ben, je peux glisser quelque part que, voilà, quand j'ai su que vous êtes passé sur la certification, je dis n'importe quoi, ISO 14000, ben voilà, je me suis sentie un peu proche parce que je suis pour la biodiversité, développement durable, etc. Voilà. Donc, il faut essayer toujours de chercher des choses pour vous faire identifier rapidement parce que les deux motivations qui se ressemblent, ben, ils vont être directement mises à la poubelle. D'accord? Donc, il faut qu'on se démarque au niveau du CV avec des verbes d'action, avec des informations clés, avec des compétences clés et bien exprimer notre souhait à rejoindre cette entreprise. Qu'est-ce qui fera qu'on va être choisi par rapport à un autre? Donc là, le recruteur ne nous a pas encore vus. Il est juste derrière son écran et il essaie d'imaginer cette personne qui veut rejoindre cette entreprise. En plus, si il tape votre nom ou bien en bas, vous mettez votre profil LinkedIn, soyez sûr qu'il va tout de suite y aller. Non seulement le profil, il va voir les posts que vous faites, les commentaires que vous faites. Et donc, si ça correspond à leur politique d'entreprise ou à leur culture d'entreprise,
ben, vous avez de grandes chances d'être pris par rapport à une autre personne qui a juste fait un CV classique, qui a fait du copier-coller sur ChatGPT et qui n'a pas de profil LinkedIn. OK? Voilà. Et donc, effectivement, c'est comme ce qu'on a fait sur la partie bilan de compétences que j'ai expliqué, on fait toujours un tableau de suivi. Donc, j'ai envoyé un CV, j'ai envoyé une lettre de motivation, je repars sur mon tableau de suivi et je mets relance dans 7 jours et je mets la date. Après 7 jours, je fais une petite relance polie. Voilà. Après, je n'ai pas de retour. Je rentre en contact avec ces gens-là sur LinkedIn et dis voilà, et vous rejoignez à nouveau dans la partie messagerie LinkedIn votre CV, votre lettre de motivation et vous dites bonjour madame, bonjour monsieur, et vous pouvez le nommer si vous avez le nom. Suite à votre demande d'offre d'emploi, avec votre emploi, j'ai répondu le jour tatati. J'ai fait aussi une relance là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Pourriez-vous me dire si vous avez pris une décision, pas encore? Voilà. Donc, c'est des gens qui vont dire c'est quelqu'un qui est sérieux. Vous êtes une personne qui est sérieuse, qui a fait un suivi, qui est poli, etc., etc. D'accord? Mais si vous n'avez pas de chance pour cette offre d'emploi, vous l'aurez pour une autre. Mais en tout cas, la démarche, c'est ce qu'il faut adopter. Donc là, j'aimerais juste prendre 5 minutes, parce si on a les personnes qui ont rejoint cette conférence, pour voir si on peut... alors, je vais juste revenir là-dessus. Alors, où est-ce que je suis? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vous envoyer sur 2 salles, ou peut-être une, hein? Alors, on a combien? 2, 4, on est 5 personnes, c'est ça? On peut, Madame Zineb, les envoyer sur 2 salles différentes pour avoir peut-être 3 Oui, oui, personnes de bien sûr. téléphone. Voilà. Oui. Alors, on va voir ces salles pour les groupes. Alors, l'idée, en fait, c'est de... Alors, pas ici. Non attribué. C'est ça? OK. Donc, je vais utiliser ça pour la première fois. Est-ce que je peux le faire ici? OK. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, on va mettre ça. Alors, l'idée, quand je vais créer ces 2 salles, c'est que vous allez vous retrouver dans 2 salles différentes. Mon idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez, entre vous, pour ceux qui ont déjà eu cet exercice avant de travailler sur votre pitch, pas la lettre de motivation, pas le CV, mais essayez par exemple de réfléchir pendant 5 minutes sur comment vous présenter. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous allez arriver chez un recruteur, il va vous demander de vous pitcher en 30 secondes. Donc imaginez que vous arrivez, vous êtes content dans votre CV de votre parcours, mais qu'on vous demande de vous présenter en 30 secondes, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas par quoi commencer. Donc, essayez de réfléchir ensemble là-dessus. On vous donne 5 minutes, c'est bon, Madame Zidane, ou vous voulez qu'on le fasse en moins de temps? Je pense que 5 minutes, c'est bon. OK, ben, je fais créer normalement. Vous allez partir, c'est ça, dans les 2 salles? Je crois Oui, qu'on n'a c'est pas ça. oublié quelqu'un. OK, ben, je vous souhaite bon courage et on revient dans 5 minutes. Et voilà. Après, j'aimerais bien que quelqu'un prenne la parole, mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, on a le décompte. Alors, je vais juste désactiver la caméra 5 minutes, comme ça vous êtes tranquille et on revient dans 5 minutes, OK? Madame Ngazi, nous avons dépassé les 5 minutes, nous sommes presque à 10 minutes. Est-ce que c'est bon? Oui, non, non, pour moi, c'est bon. J'allais justement poser la question, parce qu'on avait donné 15, il reste 5. Donc, si c'est OK pour eux, c'est bon. Euh, Donc, on se retourne vers nos chers participants. d'accord. Voilà, pour moi, c'est bon, hein. Il faut juste voir dans les messages, est-ce qu'ils ont eu le temps de discuter entre eux? Est-ce qu'ils ont des questions? Donc, je m'adresse à vous, participants. Je ne sais pas s'ils peuvent écrire un petit message sur le chat. Alors, on a Shaima, Rita, Ismaël, Zineb. Voilà, donc, alors on va voir s'il y a des messages ou pas. Les messages sont dans les salles qui ont été créées. Ah, OK, OK. Alors, je vais dans les salles. Et tu arrives à les voir, les messages? Non. D'accord. Donc, il faut que je demande rejoindre la réunion, demande à rejoindre la réunion. OK. Comment on fait dans ce cas? Alors, vous pouvez peut-être repartager l'écran, comme ça on aura accès aux OK, messages qui sont dans la salle. d'accord. Sinon, on peut demander aux participants de les mettre dans le chat ici.
Oui, oui, bien sûr, juste pour voir si ils ont eu l'occasion de discuter. Voilà, moi, j'ai repartagé mon écran. D'accord? Alors, si je pars sur voilà, message pas. Si je viens ici, quand moi, j'ai pas de message qui s'affiche. J'ai quelque chose D'accord. Alors, dans mon casque. J'ai cru voir un message. Voilà, dans le casque avec audio, mais je n'arrive pas à le voir. d'accord. Donc, s'il vous plaît, les participants, merci de mettre le message, enfin, ce que vous avez pris, Mhm, de mettre le pitch dans alors dans la partie message, s'il vous plaît, de cette réunion-là. c'est ça. Parce que sinon, tant que la durée n'est pas terminée, je pense qu'ils ne peuvent pas revenir sur la salle normale. Parce que là, ils sont sur 2 salles. On est d'accord. Oui, ils sont sur 2 salles. Si, normalement, C'est ils ça. peuvent aller dans l'une ou dans l'autre. OK, OK. Rejoindre la réunion, rejoindre la réunion. Hein. OK. Parce que là, je ne sais pas si eux, parce que je n'ai pas le retour de message, si eux, ils ont terminé. Donc, je peux leur poser la question sur est-ce qu'ils ont justement des questions par rapport à ce pitch? Est-ce qu'ils sont arrivés à le faire? Est-ce qu'ils ont besoin de plus d'informations? Alors, je reviens sur les messages. J'ai l'impression qu'il y a un message. Non. OK. Alors, voilà. Je pense que là, j'ai un message. Je suis une personne motivée, fiable. Ah, OK. Je suis une personne motivée, fiable, qui aime apprendre et s'améliorer en permanence de nature bienveillante et à l'écoute. Je m'intègre aussi. Bonne ambiance de travail. J'apprends rapidement. Je m'adapte facilement aux nouveaux défis, ce qui me permet d'être efficace. Situation nouvelle. Je suis en train de lire là le message de Rita. Fiable, qui va apprendre à s'améliorer en permanence. Nature bienveillante et à l'écoute. Je m'intègre facilement dans une équipe et contribue à une bonne ambiance de travail. J'apprends rapidement. Je m'adapte facilement aux nouveaux défis, ce qui me permet d'être efficace même dans une situation nouvelle. Je suis également rigoureux et engagé, avec le souci de fournir un travail de qualité dans les délais. Après, j'apporte une attitude positive à force. Oui. Moi, je trouve que le pitch, il est parfait parce que il reprend en fait cette partie motivation. On parle du sens de l'écoute. Donc, si on est dans c'est-à-dire on peut être en charge, par exemple, d'une équipe. Donc, ça, c'est important de montrer qu'on peut être dans la bienveillance et l'écoute. Donc, je peux écouter les membres de mon équipe lors d'un projet. Donc, je peux leur faire confiance. S'adapter aux nouveaux défis, ça c'est important. La résilience, il faut la mettre en avant parce que comme je disais tout à l'heure, on travaille pas avec notre famille, hein, sauf si c'est une entreprise familiale, donc on est avec des gens qu'on connaît pas. Et donc il y a toujours des défis à relever, que ce soit au niveau comportemental de communication ou bien des défis concernant les projets et des situations voilà nouvelles dans lesquelles on peut se retrouver. L'engagement, il est important. Et on en a parlé au début en parlant déjà de respecter l'horaire, de respecter l'équipe. Donc ça, c'est un partie aussi engagement dans les délais. C'est-à-dire si demain on nous demande de faire un travail et qu'on s'engage à le rendre un vendredi, il ne faut pas qu'on le rende le lundi d'après. Donc l'engagement est important. Et si on n'a pas les moyens de faire ce travail, il faut le dire tout de suite. On n'attend pas que le délai soit dépassé pour dire qu'on n'a pas pu le faire. Donc effectivement, l'engagement, il est important. L'attitude positive, c'est important. Donc là, dans cet état d'esprit, je pense qu'avec tout ce qui se passe et les possibilités qu'on a aujourd'hui à faire du coaching, du mentoring pour les jeunes, je pense que cette notion revient souvent, cette partie attitude positive face à des difficultés, s'entourer de gens bienveillants. Donc ça, c'est important aussi de relever ça. Je pense qu'il y a assez de mots-clés effectivement dans ce pitch. Donc bravo pour ce pitch-là. Donc le deuxième, voilà, je m'appelle Zineb, je suis passionnée par le domaine de la comptabilité. J'ai développé un intérêt particulier pour la gestion financière et l'analyse des chiffres. Donc ça, effectivement, ça a le mérite d'être clair par rapport au domaine dans lequel on travaille, par rapport au domaine dans lequel je suis plus intéressée, c'est-à-dire demain c'est un emploi, donc je vais plus m'orienter vers la gestion financière.
Au cours de mon parcours, j'ai acquis des compétences en organisation, en rigueur, maîtrise des bases comptables, notamment à travers mes études et mes projets. Oui, donc là, on parle de l'expérience. Oui, c'est important de le relever. Je suis une personne sérieuse, motivée, attentive aux détails. C'est important de relever la partie détail aussi, ce qui est censé dans ce domaine. Oui, tout à fait. La comptabilité, on ne peut pas se planter. Un bilan, ça c'est clair. Alors, j'ai développé des compétences dans storytelling, oui, et en utilisation d'outils de montage comme Premiere, OK. J'ai également eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets personnels, ce qui m'a permis d'améliorer mon sens du détail et la capacité de transmettre un message à travers l'image. OK. Ah oui, pardon, parce qu'il y a le message qui est passé, je suis passé du message d'Ine. Je me dis pourquoi elle parlait de gestion financière, là on se retrouve avec CapCut. OK. Oui, alors rigueur, base comptable, personne motivée, attentive, ce qui est essentiel dans ce domaine. Intégrer votre entreprise dans développer mes compétences, acquérir l'expérience, contribuer à la gestion comptable de vos structures. Oui. Alors effectivement, ce pitch-là, il est différent du premier parce qu'on est, et d'ailleurs c'est bien d'avoir ces deux regards parce qu'on est dans un métier qui est plutôt carré, formel, qui est la gestion comptable. Donc là, effectivement, on n'est pas forcément dans un métier, par exemple, de communication ou à un moment où on va devoir peut-être travailler plus en cohésion d'équipe. Donc effectivement, c'est des métiers, des fois, où on a besoin d'être carré. Donc on doit maîtriser nos hard skills dans un premier temps. Effectivement, la partie soft, elle n'est pas beaucoup détaillée dans ce pitch-là, mais c'est bien d'ajouter une touche de soft skills plus que la partie passion. Donc là, on ne retrouve pas forcément la partie soft. Ce serait bien sur la partie ZIM de rajouter cette partie-là parce que demain, dans une grande structure, on peut être à la tête d'un département financier, on peut gérer aussi une équipe. Donc, on doit avoir cette écoute active, on doit aussi avoir les capacités de gérer une équipe et on doit avoir cette, cette capacité de résoudre des problèmes, de gérer la communication entre les équipes, etc. Donc, ce serait bien d'ajouter ces touches-là, mais sinon, sur cette partie expérience, j'aime bien ce pitch parce que ça reflète le métier qu'on maîtrise et ce qu'on veut faire. Donc, c'est très clair. Et là, on le verra dans le slide après cet exercice sur la partie star, parce que je dois expliquer quelles sont les missions que je suis capable de faire et comment je vais les faire et quels sont les moyens dont j'ai besoin. Et donc ça, c'est bien relaté sur le pitch du Zineb. Il manque juste sur cette partie soft skills pour montrer que demain, on peut vous donner justement ces capacités de gérer une équipe et d'avoir toute cette écoute active, etc. Alors pour Smaïl, donc j'ai compris que c'était plus la partie création vidéo, donc ça c'est bien aussi, donc on sent la passion. Voilà, donc création de vidéos, en particulier le montage et la production de contenu visuel. Voilà, au cours de mon parcours, j'ai développé des compétences en créativité, en storytelling. Ça, c'est très bien de relater le storytelling dans la création vidéo parce qu'aujourd'hui, avec la partie média et digital, on cherche beaucoup de profils qui font de la post-production et qui doivent, une fois qu'ils ont pris toutes les captations vidéo, images, ils doivent relater tout ça dans la partie teaser, dans la partie post-prod qu'on va refournir à l'entreprise. Donc, c'est important de mettre ce mot-clé qui est le storytelling. C'est vraiment un mot aujourd'hui qui est très tendance, un peu quand on parle du personal branding, on parle aussi du storytelling, notamment en conférence. Et en utilisation d'outils de montage comme oui, bien sûr CapCut, c'est important aussi de mettre certains logiciels qui sont très connus. Donc ça reflète aussi la maîtrise de l'environnement vidéo sur lequel vous êtes déjà dedans. Alors, j'ai également eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets personnels, ce qui m'a permis d'améliorer mon sens du détail et ma capacité à transmettre un message à travers l'image. C'est très important de dire ça aussi. Je suis quelqu'un de motivé, créatif et toujours prêt à apprendre. Aujourd'hui, je souhaite rejoindre votre équipe pour développer mes compétences et contribuer à la création de contenu de qualité. Oui. Donc là aussi, Smaïl, effectivement, il est clair que là, on parle encore de domaine qui est différent. Quand on a vu avec Zineb la partie comptabilité et gestion financière, on pense tout de suite à quelqu'un qui est carré derrière ses chiffres, à préparer ses bilans. Et d'ailleurs, c'est un métier qui est indispensable dans une entreprise, qui est très critique parce qu'on ne doit pas faire d'erreur. Donc, il manquait juste cette partie effectivement soft. Sur la partie semaine, donc on part tout de suite dans la partie création, créativité. Donc, on voit un petit peu la partie open door. Donc, on a une marge de manœuvre. Donc, là aussi,
c'est tout à fait normal que le pitch soit différent. Donc moi, je trouve que sur cette partie-là, surtout que les recruteurs qui vont faire appel à ce type de profil, ils doivent en général un peu open. On est dans la com, dans l'événementiel, donc dans la création. Donc c'est plutôt bon enfant, bienveillant. Donc je trouve que c'est bien, il n'y a pas de souci. Sur la partie Sheima, alors bonjour, je m'appelle Sheima, je m'intéresse beaucoup au développement d'applications mobiles, oui, parce que j'aime créer des solutions utiles et modernes. Le fait de transformer une idée en application concrète me motive énormément. J'aime bien cette phrase-là, transformer une idée en application. Donc déjà, on se positionne dans un environnement de pouvoir créer quelque chose, c'est-à-dire à partir de quelque chose de basique, je peux ramener une valeur ajoutée. Donc ça traduit cette phrase-là, ce qui est important. Donc ça peut alerter effectivement. J'ai développé des compétences en programmation en logique, ok, et j'aime particulièrement résoudre des problèmes. Donc là, effectivement, dès le démarrage, comme aussi Smaïl, on part tout de suite de projets personnels qu'on a déjà fait. Donc il y a déjà une action, il y a déjà des projets qui sont là. Ça, c'est très intéressant de le soulever. J'aime partie de résoudre des problèmes, apprendre de nouvelles technologies. Donc, j'ai vu cette partie résoudre des problèmes, je l'ai vu dans d'autres pitchs. C'est bien de le reprendre au niveau des compétences dans le CV, mais aussi dans le pitch. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans le monde de l'entreprise, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, on est dans un monde orienté résultat. Tout va vite. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, je n'évolue pas, l'autre, il va prendre ma place. Donc, je suis là, je suis résilient, je suis prêt à résoudre toutes les problématiques et à gérer tous les challenges. Donc ça, c'est important de mettre ça en avant pour les deux autres pitchs aussi, où j'ai vu cette phrase. Personne sérieuse, oui, créative, motivée, toujours prête à progresser. Aujourd'hui, je souhaite rejoindre votre équipe pour améliorer mes compétences et participer à des projets innovants dans le monde immobile. Intéressant comme speech. Vu que tu parles de partie mobile, application, donc là, c'est de la fintech. Tu peux aussi t'orienter vers les projets de start-up qu'on voit aujourd'hui à la télé ou même sur Internet. Il y a pas mal de demandes là-dessus. Donc, essaie de t'approcher de ça. Si dans ta recherche, elle est plus dans le monde d'être auto-entrepreneur, et d'être dans la partie start-up. C'est de la pure fintech qui est très, très en vogue, notamment avec maintenant l'événement GITEX qui va arriver en avril à Marrakech. Donc, il y a tout un hall sur la partie start-up. Donc, n'hésite pas si tu as le temps d'aller là-bas et voir comment ça se passe, surtout si tu es en fin de parcours et tu es à 1 an de ton diplôme. Donc, cette partie-là, l'application mobile, elle est très, très demandée. Donc, voilà, c'était juste un conseil entre autres. Donc, bravo déjà pour ces pitchs. Je suis très agréablement surprise de voir ces pitchs assez aboutis. Donc, ils sont déjà tout prêts à quelques petites infimes modifications et voilà, elles sont prêtes. Ce que j'aimerais que vous fassiez plus tard, et n'hésitez pas si vous voulez aussi rentrer avec moi en contact sur LinkedIn et peut-être m'envoyer une vidéo là-dessus ou vous pouvez plus tard par mail, c'est de vous filmer et de vous exercer à faire ce pitch-là en peut-être 20 secondes, 30 secondes maximum devant votre téléphone. Ça, c'est important parce que l'écrire, c'est important, mais le dire et de s'entraîner à le dire devant un recruteur qui n'a pas le temps de vous écouter parce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver ou quelqu'un peut-être peut vous demander de vous l'envoyer directement par mail. Dans les grandes structures, là, le process de recrutement, il est long avec beaucoup d'étapes et vous pouvez être amené à faire ce pitch-là en mode vidéo et l'envoyer à votre recruteur. Donc voilà, ça c'est l'exercice que je vous donnerai pour vous plus tard et on le verra dans le plan d'action. Enfin, donc encore bravo, merci de votre contribution et d'avoir joué le jeu dans les salles de réunion. Impeccable, je suis fier de vous. Donc là, je vais reprendre Zineb sur les derniers slides. Oui, Voilà. allons-y. Voilà, impeccable. Je repartage. Ah, je pense que c'est partage. Non, je pense que j'ai déjà mon document qui est partagé. Vous êtes déjà en partage, oui. Ouais, impeccable. Donc là, je suis très content de ce que j'ai vu sur la partie pitch. Donc l'idée en fait, parce qu'on en a parlé au moment de l'allée de motivation. Donc ça suit un petit peu la méthode STAR, parce que ce pitch-là, on va vous le demander pendant l'entretien. Surtout quand on est avec des entreprises qui se valent, hein, qui ont une certaine structure, on va vous demander présentez-vous. Voilà, donc tout le monde va le dire, donc ça c'est un très bon début. Sur la partie, je vais juste ajouter sur la partie entretien, effectivement, et ça rejoint ce que je disais dans la partie CV, c'est être très clair et très précis dans vos propos, tout simplement.
C'est-à-dire, même si j'ai fait une seule expérience, un seul stage, j'essaie de sortir le bénéfice de ce que j'ai fait pendant ce stage-là en expliquant clairement la mission qui m'a été demandée. Comme tout à l'heure, j'avais parlé d'archives. Ça peut être anodin, mais voilà, je dis clairement, j'ai réussi à archiver 1000 documents. Pour Zineb qui travaille sur la partie financière comptabilité, je peux dire que pendant mon stage dans une fiduciaire pendant 3 mois, j'ai réussi à, par exemple, clore le bilan de 16 sociétés. Voilà, ça c'est des chiffres. Ça c'est une mission qui est claire. C'est-à-dire j'ai fait le bilan de 16 sociétés. C'est un chiffre, c'est un objectif qui a été atteint. Et donc, demain, j'arrive dans une fiduciaire, je vais être recruté parce que j'ai déjà fait ce travail-là. Voilà, donc ça c'est important. Je voulais juste parcourir ça rapidement. Alors, deux choses avant de clore, et on va partir sur la partie plan que vous devez faire pour vous préparer. Alors, négocier l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, si je récapitule tout ce qu'on vient de voir, on s'est dit, OK, on est dans un état d'esprit de growth mindset. On est prêt. OK, on n'est plus dans l'âge scolaire. On rentre dans un monde orienté résultat. OK, je fais mon bilan de compétences. Je fais mon plan de montée de compétences sur les 3 mois. Je ne parle pas bien anglais. J'étais dans un centre de langue. Donc, tout ça, c'est fait. OK, j'ai structuré ma recherche d'emploi. J'ai structuré ma recherche d'emploi. Donc voilà, donc j'ai pris les secteurs de prédilection, j'ai fait ma recherche, tout est bon. J'ai créé mon profil LinkedIn, je travaille sur mon personal branding, je commence à poster, donc tout est bon. Donc, je prépare mon CV, ma lettre de motivation, mon pitch. Impeccable. OK? Maintenant, je suis recruté ou je reçois une offre d'emploi. Eh bien, ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est que je dois pas être la seule à recevoir des questions notamment du recruteur. C'est-à-dire, moi aussi, j'arrive vers cet entretien, vers cette offre que je vais négocier avec des questions. Parce que, en fait, une fois que j'aurai signé le contrat, c'est trop tard. Et moi, je suis un individu. Eux, c'est une société avec une structure, avec des départements, avec du juridique aussi. Donc, il faut faire très attention sur cette partie juridique, notamment sur la partie, par exemple, commerciale. On va signer sur un contrat, on va vous demander des voyages. C'est-à-dire, vous serez amené à voyager. OK? Donc, vous devez être OK. C'est-à-dire, demain, si on vous dit, vous partez à Dubaï, vous ne pouvez pas dire, je ne peux pas. Donc, tout ça, il faut être très clair là-dessus. Donc, les composants, globalement, bien sûr, c'est le salaire, les primes, les avantages, les horaires aussi. Si aujourd'hui, par exemple, une jeune femme qui est mariée, qui va avoir un enfant, elle peut demander tout de suite un aménagement des horaires de travail, faire un peu de télétravail sur 2 jours et travailler 3 jours présentiel. Donc tout ça, il faut clairement le mettre noir sur blanc. Il n'y a pas d'oral, d'accord? Comme on dit, les paroles s'envolent et l'écrit reste. Donc si demain, votre recruteur vous dit, ne vous inquiétez pas, une fois que vous êtes avec nous, on va s'arranger. Non, ça n'existe pas. Il faut que ce soit écrit clairement. D'accord? Il y a aussi des clauses de confidentialité, des clauses de non-concurrence qu'on signe souvent sans valoriser l'intérêt de ces phrases. Si par exemple, on vous dit, si demain, il y a un souci, que le tribunal de Rabat doit régler le problème et que derrière, si vous quittez l'entreprise, vous ne devez pas travailler dans le même secteur concurrent pendant 10 ans. Et si vous signez là-dessus et que demain vous rejoignez le secteur concurrent, ben, vous serez introduit en justice. D'accord? Ou induit en justice. Donc ça, c'est important de bien lire, même si on a besoin de travailler. Tout à l'heure, je disais bien de l'urgence, ou des fois on a besoin de travailler, c'est urgent. Je prends le temps de lire. Je peux soumettre ce contrat à quelqu'un de la famille qui est dans le domaine juridique. Donc ça, il faut aussi prendre le temps de bien respecter cette étape-là. D'accord? Et je clarifie mes missions. Parce que souvent, bon, je peux en parler avec Zineb de la comptabilité de la gestion financière, ça peut paraître aussi simple, mais demain, on peut aussi m'ajouter des missions qui n'étaient pas prévues. Parce que souvent aussi, vous allez trouver une phrase qui revient souvent dans les contrats de travail, c'est que on vous décrit la mission, c'est-à-dire le job description, très clair. Vous avez 10 missions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10. On vous dit à la fin, ce n'est pas exhaustif. On sera appelé à rajouter éventuellement. Voilà, il faut s'attendre à ça. Donc ça, c'est très large. Il faut le préciser aussi pour ne pas tomber dans le piège. Parce que si demain on vous rajoute une mission qui pour vous vous demande beaucoup plus de travail, vous allez forcément aller négocier une augmentation de salaire. On va vous dire non, non, ça c'était déjà prévu. Donc il faut juste être très clair. D'accord? Dans la période d'essai aussi, souvent, on va vous dire, il y a une période d'essai, ça s'entend, ben, le code de travail, il est très clair, hein.
mais il ne faut pas qu'on dépasse non plus, qu'on soit en 6 mois de période d'essai. Il y a des périodes d'essai qui sont renouvelables. Donc là aussi, il faut faire attention, demander, notamment via un APEC qui, dans le temps, il demandait 18 mois pour un employé. Des fois, on se trouvait avec 5 ans de contrat ANAPEC qui se renouvelait parce que les étudiants ou les nouvelles recrues ne savaient pas, qui n'étaient pas forcément affiliés à la sécurité sociale, notamment à la CNSS ou autre régime, et puis eux aussi ne demandaient pas. Donc, on ne peut pas se victimiser. On ne peut pas dire que je croyais que. Non. Aujourd'hui, dès qu'on a 18 ans, on est adulte. Donc, on a le droit et on peut chercher nous-mêmes l'information. Tout existe. On peut aller nous-mêmes au niveau de l'inspecteur de travail dès le début, poser les bonnes questions. On peut aller à l'ANAPEC, différents organismes, et prendre le temps de bien comprendre comment fonctionne le code du travail avant de signer un contrat. Ou bien aussi avoir un mentor, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de certaines associations professionnelles qui œuvrent vers l'employabilité. Là aussi, vous pouvez avoir un mentor auquel vous pouvez vous référer à chaque moment où vous en avez besoin. D'accord? Donc voilà, bien sûr, on reste dans un temps professionnel, ouvert aussi, c'est-à-dire, on ne va pas non plus rechiner sur chaque ligne. Moi, quand je dis juste il faut faire attention, ça ne veut pas non plus que chaque ligne, il faut la remettre en cause. Donc, on reste assez ouvert. C'est notre première expérience. On peut se planter sur certaines choses, c'est pas grave, mais on apprend. Il faut toujours dire que on fait une erreur, on apprend et on améliore pour la prochaine expérience. D'accord? Voilà, donc c'était pour la partie négociation. Dernier point sur cette partie-là, c'est-à-dire une fois que vous êtes recruté, vous avez compris le contrat, vous avez signé, vous avez clarifié vos missions. Après, il y a une partie de ce qu'on appelle le onboarding, toute la partie intégration qui est imposée par l'entreprise. C'est-à-dire, je ne suis pas recruté aujourd'hui et demain, je fais déjà mon travail sans que je connaisse tous les tenants et les aboutissants au niveau de la société. C'est-à-dire, en général, quand on va vous recruter, la première des choses et le minimum, c'est de pouvoir justement faire le tour de tous les départements. Par exemple, si vous êtes dans une grande structure avec différents bâtiments, notamment, le manager doit vous réserver des petits créneaux avec chaque département, les achats, les ressources humaines, les autres départements transversaux, pour pouvoir prendre contact avec les gens. Après, il y a certaines entreprises qui vont faire un petit pot de onboarding. On va accueillir le nouvel employé, on va faire une petite pause café ou un petit déjeuner pour pouvoir le présenter. Ça, peut-être, on va trouver 2% qui vont le faire, mais sinon, les autres vont au moins vous permettre de vous adapter, de vous intégrer et vous préparer à cette intégration, vous donner les moyens. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi, cher certains grands fabricants à Dubaï, ils disent, voilà, c'est à la période du honeymoon où normalement vous n'avez pas à produire, mais plutôt à écouter et à vous intégrer, comprendre les missions, parce que vous n'êtes pas prêt hein, quand même, vous avez avec votre doctorat ou votre master, vous n'êtes jamais prêt pour le monde de l'entreprise, parce que c'est des process qu'il faut respecter. Il n'y a pas que la partie hard skills qu'on va vous demander, aux soft skills, il y a aussi toute la partie process que vous devez respecter. Par exemple, demain, vous êtes dans une structure, on va dire, verticale, c'est-à-dire il n'y a pas de open door, eh ben, vous ne pouvez pas forcément aller voir le CEO pour lui demander quelque chose. Donc, il y a des choses à respecter. Je vais d'abord à N+1, c'est-à-dire mon manager direct. Et après, je peux éventuellement, si ça ne marche pas, s'il y a un souci, il y a un N+2. Et puis, au pire, il y a aussi partir chez les RH, mais je ne peux pas aller frapper à la porte du patron en disant le manager m'a mal parlé. Bon, déjà, il faut cette résilience que vous avez expliquée dans votre pitch, comme quoi vous pouvez résoudre les problèmes, certains ont dit schéma, etc., l'écoute active. Voilà, donc d'abord, il faut qu'on applique ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on peut résoudre certaines problématiques, on peut laisser passer certaines choses. Et donc tout ça, il faut effectivement le respecter et savoir que ça existe. Encore une fois, on ne travaille pas avec nos frères et sœurs, on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc tout ça, cette partie onboarding, intégration, elle est importante. Des fois, vous n'aurez pas l'occasion que les entreprises vous donnent ce temps-là. On va vous dire, prenez le temps, mais peut-être qu'après un mois, on va vous demander rapidement d'atteindre des objectifs, surtout sur la partie commerciale. Quand il y a une crise, et on va vous dire, bon, vous êtes là depuis un mois, vous n'avez pas encore ramené de clients. Après, vous ne pouvez pas dire, revenez sur mon contrat, vous m'avez dit 3 mois. Donc voilà, il y a des choses où des fois, on peut pas, ça ne va pas toujours dans le même sens qu'on a défini. Donc, vous avez ces parties-là, les premiers 30 jours,
les 60 premiers jours et les 90 jours, c'est en général 3 mois pour pouvoir s'adapter. Moi, je dis avec l'expérience que on s'intègre correctement au moins à partir de 6 mois. Parce que si j'arrive par exemple au mois d'octobre, ben c'est Q4, c'est le dernier trimestre. Dans une société commerciale, on n'aura même pas le temps de discuter parce que tout le monde doit closer, tout le monde doit compléter ses objectifs de l'année. Donc, vous aurez du mal à faire une bonne intégration. Donc déjà 3 mois qui partent. Et puis janvier, février, mars, c'est une période aussi qui est plus calme. Donc là, on aura plus de temps pour discuter et comprendre les métiers de chacun. Donc, ça dépend aussi des secteurs. D'accord. Et voilà, pour terminer, c'est sur la partie onboarding, et on terminera aussi par le dernier slide après. C'est en fait quand on termine cette période d'essai ou cette période d'intégration, il faut qu'on demande le feedback. Même si dans le procès de l'entreprise, ce n'est pas dit qu'on aura une réunion one-one meeting avec notre manager pour dresser tout ce qui s'est passé pendant les 3 mois, c'est à vous d'aller demander ce feedback. C'est à vous d'aller demander cette réunion. Demandez toujours un retour. Dites, voilà, ça fait 3 mois que je suis là. Et essayez vous-même d'avoir cet esprit de synthèse. C'est-à-dire, vous dites, voilà ce que j'ai fait pendant 3 mois. Vous m'avez donné ces tâches, je les ai fait. Quelle est votre remarque? Est-ce que je dois améliorer? Après, il y a d'autres structures qui sont beaucoup plus grandes où on va vous demander peut-être de faire votre feedback directement sur un CRM, sur un système intranet ou autre. On va, par exemple, vous demander de remplir une fiche d'évaluation et aussi votre manager va remplir cette fiche d'évaluation et ça partira directement vers les RH. Donc ça, c'est des process pour les grandes entreprises qui sont certifiées. Dans une petite entreprise taille moyenne ou TPE, toute petite entreprise ou même boîte familiale, vous n'aurez pas à faire ça parce que la structure ne le permet pas. Donc, dans ces structures-là, même les 3 mois, vous n'allez pas les vivre en mode intégration parce que c'est des gens peut-être que vous avez à taille humaine. Donc, c'est comme une famille. Donc, dès le lendemain, à mon avis, vous devez déjà produire. Et c'est bien aussi comme expérience. Moi, je vous donne juste les meilleures stratégies pour construire une carrière. Mais si demain, pour X raisons, vous devez vous projeter dans une petite entreprise familiale à taille humaine, peut-être de 3-4 personnes, et que vous n'avez pas ce privilège de vivre ces périodes-là, peut-être qu'il n'y aura même pas de contrat. Peut-être qu'il n'y aura pas de contrat. Hein. On va juste vous enregistrer à la CNSS et vous démarrez votre travail. Eh bien, c'est aussi une expérience qui va vous permettre la vraie résilience et d'autres critères et d'autres avantages que vous n'allez pas avoir forcément dans une grande structure. Voilà. Donc, je vais juste arriver à ce dernier slide, Madame Zineb. Et donc, parce qu'on est quand même voilà, à 12h30, comme ça, après, s'ils ont des questions. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on discutait avec Madame Zineb avant que les participants rejoignent, quand on fait une formation en général, je sais, on a nos études, on a plusieurs formations peut-être dans le mois, et on a du mal à retenir toutes les informations. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai 25 ans de carrière et donc, je n'ai pas besoin de PowerPoint pour dire tout ce que je viens de dire. Mais à votre niveau, effectivement, vous pouvez avoir eu beaucoup d'informations. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que, au moins pour bénéficier de ce temps que vous avez dédié à votre niveau, que j'ai dédié moi aussi à mon niveau, c'est de faire un petit plan d'action personnelle à partir de maintenant. Notamment si vous êtes en fin de parcours ou vous êtes en train de structurer votre recherche d'emploi, c'est d'abord définir votre objectif de métier cible. Qu'est-ce que je veux faire? Encore une fois, on peut, pendant que je structure ma recherche, je peux avoir une demande, une offre d'emploi qui n'était pas prévue, qui n'était pas dans mon poste au secteur de prédilection, mais que je trouve intéressante et que je me dis, je vais commencer avec celle-là, c'est pas grave. Mais ce que je dis, c'est que tant que vous n'avez pas cette offre-là, prenez le temps de réfléchir à votre métier cible. Là, ce que j'ai vu dans les chats tout à l'heure sur la partie pitch, je trouve que quand même, vous savez un petit peu ce que vous voulez où vous voulez aller, notamment pour la partie création vidéo, c'est très clair. La partie gestion financière, comptabilité, c'est très clair et pour les autres aussi. Donc là, effectivement, on connaît notre métier cible. Parce que si je fais de la création vidéo, je fais du montage, je fais du storytelling et à travers une vidéo, je décris tout de suite ce que je fais, je raconte une histoire, effectivement, je sais vers qui je dois m'adresser pour aller chercher des contrats si je suis en auto-entrepreneur ou bien chercher un salaire ou chez une entreprise de com, de médias, de production, etc. Donc voilà. D'abord, définissez votre métier cible, s'il vous plaît.
quel est le poste que vous cherchez, quel est le secteur de prédilection et où vous voulez travailler. Parce que si aujourd'hui vous voulez partir à l'étranger, ben, la recherche elle va être différente. Si vous voulez travailler dans votre ville natale, eh ben, le secteur il est aussi et la localisation elle est bien définie. D'accord? Essayez d'avoir 3 actions à réaliser cette semaine par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Notamment, si par exemple, vous vous dites, moi je vais commencer par faire le bilan de mes compétences. Juste l'idée. D'accord? Et sur ce bilan de compétences, peut-être vous commencez à définir vos soft skills. Vous dites, voilà. Alors, il est difficile des fois de dire, moi, je suis un bon communicant. Je sais résoudre le problème. Ce que je peux vous conseiller de faire pour trouver ces soft skills, c'est de demander à votre entourage. Demandez à vos enseignants. Partez chez un enseignant, dites-lui, voilà, ça fait 4 ans que vous nous enseignez. Comment vous pouvez me définir? Quelles sont mes qualités? C'est aux autres de définir vos qualités, parce que vous les connaissez, mais peut-être qu'ils vont révéler autre chose que vous ne voyez pas. D'accord? Donc, demandez à votre entourage quelles sont les qualités, quelles sont les compétences qu'ils voient à travers vous. Et ça, vous allez voir, des fois, vous allez être surpris. Donc, faites ce bilan de compétences en définissant vos soft skills. Essayez de travailler sur la partie CV, notamment la partie résumé. Comme j'ai dit, c'est très important pour avoir les mots-clés. Et le pitch, vous l'avez déjà. Vous essaierez, après les Eid, si vous faites cette démarche-là de plan d'action, de vous faire enregistrer en vidéo, tester plusieurs fois. Faites-la écouter, regarder par votre famille, quelqu'un de proche, une amie, etc., pour qu'elle vous donne aussi son avis. Faites-la montrer à un mentor. Moi, il n'y a aucun souci si vous voulez m'envoyer des choses via LinkedIn messagerie. N'hésitez pas, vous pouvez rentrer en contact. Et si vous avez besoin de questions, de conseils, j'aurai le plaisir de vous aider là-dessus avec grand plaisir. N'hésitez pas. Et voilà. Donc, et faites des indicateurs de suivi. Comme on a vu au début, faites un tableau de bord. Un fichier Excel très simple. On ne demande pas des choses qui sont extraordinaires. Toutes les actions que vous faites, vous les notez avec des dates, avec des contacts, avec une action devant. D'accord? Et l'engagement, bien sûr, moi, à votre place, effectivement, ce serait bien de vous rapprocher effectivement aussi d'un mentor ou d'un conseiller. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein, qui est déjà dans la partie ressources humaines, un coach, un mentor. Ça peut être des associations pour l'employabilité des étudiants, etc., etc. Donc, essayez de vous engager, de rejoindre ces mouvements parce que aujourd'hui, si vous vous présentez, que vous avez le même CV qu'un autre, la seule chose où on va vous démarquer, c'est cette partie, on va dire, au-delà des soft skills et tout ça, au-delà du fait que vous savez ce que vous voulez faire, c'est cette partie impact sur la société. Si aujourd'hui vous êtes bénévole dans une association, il est clair que, et vous partez dans une entreprise qui a une fondation, par exemple, il est clair qu'on va tout de suite vous identifier par rapport à l'autre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette conférence aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas conclure cette conférence sans qu'il vous y ait un plan d'action. Alors, si vous n'avez pas assez de temps ou vous avez d'autres choses aussi à faire dès la semaine prochaine, essayez au moins de faire une seule action, si ce n'est pas trois, dès demain, notamment créer votre profil LinkedIn, si vous ne l'avez pas. Essayez de rechercher justement ces métiers cibles par rapport à LinkedIn, les sociétés qui sont déjà sur place. Essayez de les suivre et de voir un petit peu ce qu'ils font. Donc ça serait vraiment une très très bonne action à faire. Et commencer par un profil LinkedIn, ça ne se fait pas en une journée, mais au moins commencez par faire une photo professionnelle et écrire votre profil. Et voilà, et petit à petit, vous arriverez à compléter cela. N'hésitez pas, là aussi, sur LinkedIn, si vous avez besoin de questions, à me contacter via messagerie. Ça serait avec grand plaisir. Donc voilà, donc je voulais clore cette partie avec ce plan d'action personnel pour que vous puissiez avoir le bénéfice de cette conférence plutôt que de partir et d'oublier tout ce qu'on vient de dire. Ce serait quand même dommage. Voilà, donc après, il y a des ressources, je pense que vous les avez. Et après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'on a encore peut-être quelques minutes. Je vous remercie de votre attention, de votre patience pendant le mois de Ramadan. Dernière ligne droite. Et je vais revenir voilà, là-dessus et voir s'il y a des questions. Nous avons déjà des questions, Madame Hasna. Donc, OK. vous pouvez les voir dans le chat ou je peux les lire Alors, pour vous.
C'est comme vous voulez. Ouais, je vais tout de suite voir. Alors, quel comportement? Ah oui, quel comportement adopter pour réussir ses premiers jours au travail? Oui. Alors, très bonne question. Quand on arrive effectivement dans une nouvelle structure, que ce soit une entreprise, une institution, un ministère ou autre, une petite, voilà, toute petite entreprise, l'idée, c'est effectivement d'écouter. D'accord? D'écouter, voir tout ce qui se passe, essayer de cerner l'environnement, essayer de repérer qui fait quoi. D'accord? Parce que souvent, je pense qu'avec un minimum de bon sens, on peut savoir, par exemple, qui prend la décision. Si on est dans une toute petite entreprise familiale avec un couple ou autre, si on est dans une grande structure, essayez de vous rapprocher le plus de votre manager direct, essayez d'apprendre plus, essayez tout de suite pour réussir les premiers jours, essayez tout de suite de demander des petites missions. Même si on est là pour écouter, essayez de vous intégrer rapidement à travers des missions, notamment si on prend par exemple un métier de commercial et on va vous dire par exemple restez au bureau et lisez les PowerPoint avec les produits, les solutions qu'on commercialise pendant 2 semaines à parcourir des formations. Essayez d'exiger dès les premiers jours, par exemple, à aller sur le terrain avec votre manager. Si lui, il va partir, par exemple, faire des rendez-vous, essayez de l'accompagner en lui disant, par exemple, les matinées, est-ce que je peux les laisser pour la lecture, la formation, en disant que je peux aussi faire de la formation à la maison, et puis aller dans la pratique tout de suite, parce qu'en attendant 3 mois à juste lire des documents sur les solutions de l'entreprise, on peut aussi perdre cette partie pratique. Voilà, donc ça, ce serait mon conseil sur des métiers comme ça, sur la partie commerciale. Sur la partie comptabilité, par exemple, notamment avec Zineb, les premiers jours, ça, je pense que ça va de soi qu'on va tout de suite vous impliquer dans les choses concrètes, parce que si on prend une fiduciaire, par exemple, c'est du concret tous les jours, donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Sur la partie comportementale, parce que là, on parlait de hard skills. Sur la partie comportementale, l'idée, si c'est une grande structure, c'est par exemple d'aller tout de suite, même si on ne vous a pas donné cette occasion euh, de faire cette démarche par département, essayez pendant les pauses café, pendant les pauses déjeuner, de vous connecter avec les gens doucement, d'écouter ce qu'ils sont en train de dire, parce que n'oubliez pas, les premiers jours, les premiers mois, vous êtes en pleine intégration. Des fois, vous allez être en période d'essai, donc soyez à l'écoute. Parce que pendant une période d'essai, c'est pas que l'entreprise qui va vous dire on ne vous maintient pas. Vous pouvez aussi à votre niveau vous tromper et vous dire que pendant cette période d'essai, c'est pas vraiment l'environnement dans lequel je veux travailler. Donc c'est une période et des premiers jours qui sont très importants et critiques pour que vous puissiez vous-même prendre la décision de rester ou de ne pas rester. Parce que si vous êtes dans un environnement toxique, si pendant les premiers jours vous avez un manager toxique, l'idée, ce n'était pas d'attendre que la période d'essai se termine. Vous pouvez aussi mettre fin à cette période. D'accord? Donc, essayez un petit peu d'être très à l'écoute sur la partie un peu plus commerciale, etc. Essayez de demander d'aller sur le terrain assez rapidement plutôt que d'attendre à rester un petit peu dans la partie théorique. Voilà, donc ça c'était ma. J'espère que j'ai répondu à ta question, Rita, mais n'hésite pas à me dire si tu as besoin de plus d'informations. Alors, Smaïl, comment rester motivé face aux refus ou aux difficultés de recherche d'emploi? Ah, ça, c'est effectivement une expérience, enfin une question pertinente. Comment rester motivé? Ben, écoute, euh, ça dépend. Ça dépend de la, enfin, je dirais pas difficulté de recherche. Moi, je suis un exemple vivant d'une personne qui n'a jamais chômé. Même j'ai commencé à travailler au moment où je faisais ma soutenance. Je vais rapidement juste expliquer comment je suis arrivée à faire ma première expérience. Je suis restée 8 ans. C'est que moi, j'étais aussi étudiante à l'université. Pendant le master, j'ai une amie qui est venue nous voir en disant, il y a une entreprise française qui s'installe au Maroc et qui demande des stagiaires pré-embauche. Elle avait passé l'entretien, elle l'avait pas eu. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir à terminer mon doctorat en France. J'avais pas du tout en tête de travailler tout de suite. Donc moi, je l'ai fait comme défi et je dis, tiens, ouais, t'as pas été retenu, c'est où cette entreprise? Je prends l'adresse,
J'envoie mon CV, je pars le voir, elle voit la personne. C'était un directeur français, c'était un couple français qui s'installait au Maroc, qui lançait une agence de communication multimédia, qui était différente de ce que je faisais moi comme un DESA de finance et comptabilité en management. Et voilà, donc j'arrive avec toute l'attitude et l'audace et je réussis l'entretien en étant debout. C'est-à-dire au moment de dire bonjour, Anna, quelques questions, j'étais déjà retenue. Il y avait quelques juste détails pour l'anglais. On descendait en bas avec une entreprise américaine qui était partenaire et qui me dit, voilà, est-ce que tu peux juste leur parler en anglais pour être sûr que tu maîtrises l'anglais par rapport au CV où tu as écrit que tu maîtrisais l'anglais. Moi, à la base, j'avais le TOEFL dans le temps. Donc voilà, juste à peine j'ai dit 2 mots, on dit, oui, oui, c'est bon, on remonte. Et voilà, j'étais retenue tout de suite. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je suis forcément différente, c'est juste pour dire qu'il faut y croire. Il faut y croire et il faut des fois effectivement mettre les moyens de réussir. Et quand j'ai parlé de structure d'emploi, euh, je pense qu'avec cette structure et cette méthode, vous aurez moins de refus et peut-être moins d'énergie à passer. Parce que je comprends la question de la motivation. Si j'attends de terminer mon diplôme et je prends, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais une photocopie de 100 CV qui sont identiques à d'autres et je pars les distribuer, bien sûr, et j'aurai des refus. C'est même pas des refus, j'aurai même pas de réponse. Donc, moi, je retourne la question en disant, il faut d'abord structurer la recherche d'emploi et trouver d'autres moyens d'atteindre cette entreprise par rapport à ce que je viens de dire, les suivre, se connecter avec eux à travers leur association, à travers leur fondation. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, très grandes entreprises, des structures qui ont des fondations, des associations qui sont affiliées, qui souvent postent sur LinkedIn les événements qu'ils font. Moi, par exemple, j'avais assisté à un événement off-linked où les gens qui étaient en charge des inscriptions des businessmen, c'était des étudiants qui étaient bénévoles. Alors, ces étudiants bénévoles qui nous ont reçus, demain, si ces entreprises veulent recruter, ben, ils ne vont pas aller chercher ailleurs, ils vont chercher les gens qui ont fait déjà du bénévolat avec eux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester juste avec nos diplômes et dire non, non, je dois travailler parce que j'ai un diplôme. J'ai un master en gestion d'entreprise ou management d'entreprise. Pourquoi j'arrive pas à travailler? Donc, je dis pas que c'est facile, mais moi, je pense que quand j'entends les gens que je connais qu'ils arrivent pas à recruter, même un grand cabinet RH sur Rabat, qui s'appelle Cercle RH, qui me disait récemment qu'elle n'arrivait pas à trouver les profils, là, je me dis qu'il y a quand même, vous avez pas mal de chances devant vous pour trouver un travail. Après, peut-être que vous n'avez pas trouvé dans le domaine que vous voulez. Ça, effectivement, ça peut être le cas. Mais au moins, vous allez démarrer par une expérience. Moi, tout le mal que je vous souhaite, et dans le plan d'action que j'ai dit, c'est que, effectivement, vous arrivez à définir d'abord votre métier cible. Alors, si ce métier cible, pendant une période, il y a une crise et qu'on n'arrive pas à recruter, effectivement, il faut changer les paramètres. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que quand vous dites dans votre pitch, on a la capacité de s'adapter, de la résilience, mais il faut la faire aussi dans votre recherche d'emploi. Si vous avez une urgence pour travailler, la meilleure façon de faire, c'est de voir quels sont les secteurs qui recrutent. C'est-à-dire, vous allez inverser la tendance. Par exemple, si c'est l'aéronautique, je dis n'importe quoi. Si c'est les hôtesses de l'air, si c'est la cybersécurité, si c'est l'IA, OK? Si moi, on me dit qu'aujourd'hui, avec l'IA, en étant expert IA, je vais travailler, ben, je vais faire une formation sur l'IA. Je vais devenir expert en IA, même si ce n'est pas forcément ce que je voulais parce que j'ai une urgence. Mais si je veux travailler sur un métier cible, ben, je prends le temps de faire une recherche correcte. Oui, ça peut prendre du temps, mais je maintiens mon choix parce que c'est ce que je veux faire. Parce que le temps que je vais passer maintenant pour trouver un emploi, je vais le gagner plus tard parce que je ne vais pas changer plusieurs fois mon emploi. Pourquoi? Parce que j'aurais raté ma cible dès le premier jour. C'est ça, en fait, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est on prépare un plan de carrière dès maintenant. On ne le prépare pas une fois qu'on a 35 ou 40 ans. Donc, l'erreur que je vais faire maintenant et qu'à 40 ans, je vais me réveiller un jour et je vais poser la question pourquoi j'ai fait ça, je préfère que vous posez la question maintenant, quitte à perdre un an après le diplôme. C'est pas grave. On peut appeler ça une année sabbatique. Ben, dans ce cas-là, si je ne trouve pas, ben, je peux faire des langues. Je perfectionne mon anglais. Je perfectionne mon français. J'apprends une autre langue. Sur un an, c'est pas grave.
et je reviens en force pour trouver de l'emploi. Donc voilà, donc ça dépend dans quel état d'esprit on se trouve. Est-ce qu'on a une urgence ou on n'a pas d'urgence? Mais rester motivé, oui, parce qu'on aura cet état d'esprit. La motivation vient aussi que, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à faire ces types de formations sur la partie, on va dire, état d'esprit ouvert, un peu le miracle morning et ce genre de choses où on va visualiser notre vie d'une autre manière dès qu'on se réveille. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est tout un état d'esprit et une routine qu'on doit adopter. Et s'il vous plaît, évitez aussi de voir trop de vidéos où on vous dit que voilà, vous pouvez gagner de l'argent en une semaine. Voilà, les gens qui sortent sur les réseaux sociaux en disant que voilà, ils ont une Maserati parce qu'en 2 semaines, ils ont gagné, je sais pas moi, 200 000 dollars. Donc ça n'existe pas. Tous les grands entrepreneurs de ce monde sont arrivés à être millionnaires et milliardaires parce qu'ils ont bossé, parce qu'ils ont trimé, parce qu'ils ont commencé à développer des choses dans leur garage. Si vous voyez du Bill Gates ou Facebook, ils n'ont pas forcément gagné cet argent en un jour. Et même Steve Jobs aussi, d'accord? Donc, je pense que dans notre état d'esprit aussi, c'est important de travailler là-dessus pour arriver à rester motivé et faire la bonne stratégie. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Smaël. Est-il conseillé d'accepter un stage ou un emploi mal payé au début? Très bonne question, Zine. Alors, ça dépend de ce qu'on veut dire par mal payé. Parce que moi, aujourd'hui, honnêtement, je serais, on va dire, enclin à vous encourager à accepter un stage rémunéré plutôt qu'un stage non rémunéré. Pourquoi? Même si on n'a pas besoin d'argent, c'est-à-dire si on est aisé, on n'est pas forcément à un an près pour trouver un emploi. Mais tout ce qui est gratuit n'est pas valorisé. Dans les deux sens. C'est-à-dire vous, quand vous allez faire un stage, je parle après vos diplômes, je ne parle pas des stages de fin d'études, des rapports de stage qu'on fait pendant la première, deuxième année, troisième année. Une fois que vous avez votre diplôme, et si vous avez un stage à faire avant d'être employé, je vous demanderai d'exiger quelque part une rémunération. Alors, on ne peut pas dire mal payé, mais au moins une rémunération qui va prendre en charge vos charges minimales, à savoir le transport, à savoir votre déjeuner, un minimum d'argent de poche, quand vous n'avez pas le choix d'avoir un stage rémunéré en bonne et due forme. Voilà. Pourquoi? Parce que vous-même, quand ça va être peut-être pas payé, vous n'allez pas donner de l'importance parce que vous n'allez pas valoriser le travail que vous allez faire. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc moi, le gratuit pour moi ne doit pas exister à ce niveau-là. Maintenant, si on n'a pas le choix, effectivement, on peut accepter. C'est juste que moi, je dis, essayez d'ouvrir cette option pour au moins exiger la rémunération sur cette partie charge. Ce que je faisais moi dans ma première expérience justement avec ces Français, quand on avait commencé, on était 3 et en partant après 8 ans, on était 65, on était numéro 2 au Maroc au niveau des agences de communication multimédia. Ce que j'exigeais moi, quand on recevait dans le temps des étudiants d'HEC, de l'EMSI, etc., parce qu'il y avait le développement web, le graphisme, mais aussi la gestion, et j'exigeais à chaque fois du patron de rémunérer les stagiaires. Au moins, et on signait une indemnité de stage, on signait un rapport de stage, parce que je disais que ces personnes-là qui venaient, même si ils venaient en voiture, ils avaient assez d'argent, on devait les rémunérer par rapport au travail qu'ils vont faire, parce que le travail qu'ils faisaient était bénéfique pour l'entreprise. Donc, c'est comme ça que vous pouvez justifier d'être rémunéré. Vous n'allez pas être en vacances, vous allez, si on parle tout à l'heure d'archiver 1000 dossiers, bah, archiver 1000 dossiers, imaginez qu'ils sous-traitent ça chez une entreprise. Oui, vous allez apprendre, c'est clair, vous êtes là pour apprendre, mais aussi vous rendre des services à l'entreprise. Donc, un minimum, c'est d'exiger une rémunération, au moins par rapport aux charges pour le transport, comme j'ai dit, pour votre téléphone, Internet, etc. Donc, ça, c'est juste sur cette partie stage. Pour un emploi mal payé au début, alors, dans on va dire, le cas classique, c'est ce que les gens font, très souvent. Mais dans le cas d'une recherche structurée, comme je l'ai expliqué, dans un secteur que vous allez vous-même chercher, quand vous allez faire vos recherches avec les alumni, avec les gens qui travaillent déjà dedans, vous allez vous renseigner sur le système de rémunération, vous allez faire toutes ces démarches-là, normalement, vous ne devrez pas tomber sur un emploi mal payé. C'est ça la différence. Mais dans le cas classique aujourd'hui, oui, bien sûr, beaucoup de gens sont mal payés au début. Alors, c'est pas méchant, encore une fois, comme je dis, s'il y a l'urgence,
les gens peuvent accepter parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais si j'ai le choix, je préfère être rémunéré à un certain niveau de mes compétences et par rapport aux rémunérations du marché. Parce que quand je fais ma structure de recherche et je me renseigne auprès des associations, auprès de divers organismes, je vais quand même demander quels sont les types de rémunérations par rapport au poste que je cherche. Si je prends par exemple un délégué médical et on me dit, par exemple, on va vous donner 8 000 dirhams et on va vous donner une prime de 3 000 dirhams, donc je dis, OK, si je fais mon objectif, j'ai 11 000 à la fin du mois. On va me donner une voiture, OK, on va me donner un téléphone. Pour un jeune étudiant, pour lui, c'est le paradis. Pour d'autres, peut-être, ça ne va pas être suffisant. Donc, l'idée, c'est que quand vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner un salaire qui n'est pas correct, et si vous n'avez pas le choix, je dis bien, si vous êtes dans cette urgence-là, ce que vous pouvez faire, c'est de négocier autre chose. Par exemple, vous êtes commercial, exigez une voiture de service. OK. Pourquoi? Parce que j'aurai un salaire moins que ce que je veux, mais au moins, je n'aurai pas de charge d'une voiture. Je ne vais pas devoir acheter une voiture, je ne vais pas avoir de vidange à faire. La société me donne une voiture de fonction et au moins, j'aurai un problème de moins. Donc, demandez des avantages en nature. Par exemple, demandez des tickets resto, demandez un aménagement d'horaire de travail. Par exemple, du télétravail pendant 2 jours. Ça vous éviterait de venir en transport et donc vous allez avoir moins de charges. Vous allez être plus productif et vous allez être dans un bien-être. Donc voilà. Donc mon conseil, c'est d'aller effectivement chercher toujours d'abord se renseigner auprès d'un mentor, comme je l'ai dit, dans les fameux plans personnels. Essayez d'avoir un mentor conseiller, quelqu'un que vous connaissez pour qu'il puisse vous dire est-ce que c'est un bon salaire ou pas, quelqu'un du métier, quelqu'un du domaine. Et à côté de ça, si vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire on dire à prendre, à laisser, et que vous voyez que ben, vous n'habitez pas avec vos parents, mais vous avez un loyer et que vous n'avez pas le choix, c'est une urgence, vous acceptez, mais exigez à côté des avantages en nature ou d'autres avantages qui vont vous permettre d'alléger un petit peu ce manque à gagner. Après, quand vous êtes dedans, la résilience, tout ce que vous avez décrit dans le pitch, essayez de travailler pour être toujours le premier par rapport à d'autres, pour gagner vos primes, etc., etc. Et c'est l'employé qui, demain, va vouloir vous garder, c'est pas vous. C'est-à-dire, si demain vous voulez partir, c'est lui qui va vous retenir. Donc voilà. Donc, des fois, on n'a pas le choix. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Mais si on est dans le paradis, le parfait, on suit la structure que j'ai décrite et normalement, on ne devra pas tomber sur cette problématique. Donc voilà, Zineb, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Vous me dites sur le chat si, voilà, si vous avez vos réponses. Voilà, impeccable. Comme je dis encore une fois, n'hésitez pas à rentrer avec moi sur LinkedIn, sur Messagerie si vous avez des questions, si vous voulez avoir des informations. Je serai là, voilà, avec plaisir pour vous aider. Donc Nous voilà, donc je partageons, pense, Madame Ngadi, avec plaisir votre contact avec les participants qui le souhaitent. bien sûr, profil Et donc, LinkedIn, il rentre avec moi ouais, en messagerie, pas de problème. Je pense que ce sera plus simple. Après, il y a aussi mon mail, s'il veut m'envoyer un mail, ce sera avec parfait. grand plaisir. Ouais. Donc, je pense que nous avons répondu, vous avez répondu à toutes les questions. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et pour avoir présenté en fait ce thème qui touche à la réalité quotidienne de tous les jeunes Marocains, on va dire, et tous les jeunes du monde d'ailleurs. Et je vous remercie d'avoir répondu présente pour le talk d'aujourd'hui. Ben, merci à toi aussi, à tout le monde. Et voilà, donc on est dans les temps, pile poil 4 minutes avant 1 heure. Et donc, je vous souhaite bon courage. On reste en contact et à très bientôt. Merci Azine aussi pour cette Merci opportunité. à vous, merci aux participants et à très bientôt pour une nouvelle session. Madame Gadi, nous aurons le plaisir de vous réinviter une deuxième fois. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir.